Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres pour ce JDS, Journal du dimanche au soir, qui sera marqué par ces sujets. Disposer d'un instrument juridique solide et actualisé pour mieux encadrer le secteur minier et générer davantage de recettes au profit de l'État. Le dernier Conseil des ministres a donné un rapport relatif à un projet de loi portant code minier du Burkina Faso, une relecture donc, dont le contenu sera en discussion dans un premier plateau dans ce JDS. Et puis, ce dimanche, les citoyens sénégalais se sont rendus aux urnes pour choisir leur président. Ceux du Burkina ont également voté, choisir le 5e président sénégalais parmi les 19 candidats en lice. Et enfin sport, dernier match amical des étalons, premier test pour le coach Brahma Traoré. Nous analyserons la sortie face à la Libye et nous reviendrons aussi sur les 13e Jeux africains d'Accra avec les performances des athlètes burkinabés. Cela se fera avec Claude Romba. C'est donc le déroulé pour ce qui est de ce JDS. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, le dernier Conseil des ministres a adopté 4 rapports au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, renouvellement ou octroi de permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or, retrait de permis, ainsi que la relecture de la loi du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso et son modificatif du 25 juillet dernier. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières avant de revenir sur ce plateau pour des échanges. À travers ces textes, un certain nombre d'innovations majeures ont été impactées dans le texte qui sera par la suite adopté à l'Assemblée. Il s'agit notamment du principe de la constitution de la réserve nationale de l'or. Ce principe a été clairement affiché dans le nouveau code permettant au gouvernement de pouvoir poser les bases juridiques permettant de pouvoir collecter et disposer de l'or. La seconde innovation porte sur l'ouverture du capital des sociétés minières aux investisseurs et également l'élargissement de la quote-part du capital dans les sociétés minières qui est aujourd'hui de 10%. Donc à travers ces textes, nous aurons un rehaussement assez substantiel du niveau de contribution de l'État au niveau des sociétés minières. Il y a également la modification du fonds minier de développement actuel pour élargir sa mission et également son financement qui va porter non seulement sur le développement économique endogène, mais également sur d'autres instruments qui pourront garantir la stabilité et la sécurité du pays. Ensuite, il y a également la question de la possibilité que ce texte va conférer à l'État de pouvoir percevoir son dividende en nature, suivant la nature de la substance qui va être exploitée. Il y a également la fixation du nombre de sites miniers qui va être réduit à la faveur de l'adoption de ces textes. Enfin, il y a également la prise en compte de la commercialisation de l'or à l'intérieur du pays par les comptoirs, par également un ensemble d'acteurs dont l'essentiel sera reversé au niveau de la Société nationale des substances précieuses qui se chargera par la suite des questions d'exportation à l'extérieur. Actualité qui aura donc marqué cette semaine. Nous allons parler de ce secteur des mines et j'ai des invités sur ce plateau avec moi. Il faut préciser qu'il y aura aussi d'autres sujets, mais ce sera le premier que nous allons déballer ensemble. On va tout à l'heure aussi revenir sur cette évaluation des membres du gouvernement et puis terminer par cette actualité sénégalaise que nous annoncions en titre, puisque aujourd'hui aussi c'était bien jour d'élection au Sénégal. Ceci dit, le premier sujet c'est celui des mines et je m'en vais vous présenter donc ceux qui composent mon premier plateau. Je suis ici avec Adama Amadé Sigiré. Il est le coordonnateur du RISA. Bonsoir. Et bonsoir, M. Vara. Écrivain aussi. Merci d'être avec nous. C'est moi qui suis content d'être là. C'était un plaisir donc de vous avoir ici. Nous sommes aussi avec Jonas Yen. Il est directeur de programme de l'ONG Orcade. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Plaisir de vous avoir. Nous sommes aussi avec Dr Lopé Yen. Il est sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir. Bonsoir, M. Vara. Et nous sommes avec Dr Kwama Ido, il est analyste sémiopolitique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Je vais me retourner d'abord vers Yen,
qui est très au parfum de ces questions-là lorsqu'on parle de ce secteur minier, parce que vous faites partie des organisations de la société civile qui travaillent, en tout cas d'arrache-pied, pour rendre très accessible l'information dans ce secteur, compréhensible aussi pour la masse, ça aussi c'est très important. Et on a ces changements qui sont donc annoncés en Conseil des ministres. On nous annonce que ça va passer forcément devant l'Assemblée législative de transition. Ces 4 rapports, avant de venir sur la relecture même du code minier, on voit déjà qu'il y a des contrats qui sont reconduits, on va dire comme ça, qui sont reconduits. Il y a même des contrats qui sont octroyés, voilà. Et puis évidemment, il y a ceux aussi qui ont vu leur permis d'exploitation retiré. Mais quand on regarde, à partir du moment où il y a des permis d'exploitation qui sont renouvelés, et il y en a même de nouveaux, puisqu'on parle d'octroi, est-ce qu'on peut dire que le secteur il est résilient? Merci bien. Le secteur, il faut reconnaître qu'il est même très résilient. Parce que quand on considère les péripéties que nous avons connues avec l'impact significatif que la question sécuritaire a eu sur le secteur minier, et au regard des recettes que l'État collecte chaque année, et également le nombre de sociétés minières qui sont encore en activité, et le taux de contribution de ce secteur-là dans les recettes de l'État, on peut aisément conclure que c'est un secteur vraiment résilient. Et là, il faut saluer aussi la contribution de tous les acteurs. D'accord. J'ai dit, il y a eu donc ces permis qui ont été octroyés, permis renouvelés pour certains. Et quand on regarde, retrait du permis d'exploitation industrielle de la grande mine d'or de Inata, à la société afro-turque Inata SA, et de grande mine de manganèse de Tambao, la société afro-turque Tambao SA. Quand on regarde, je pense que les octrois, ça date de quoi? C'est le 25 avril 2023. Bon, on est quelques mois seulement après, les raisons ont été données. L'État dit clairement qu'ils n'ont procédé à aucun règlement des sommes dues à l'État burkinabé, malgré les interpellations et les mises en demeure de 90 jours qui leur ont été adressées. Je pense pas vous, et puis je vais me permettre un tour de table. Quand on voit quand on dit Tambao, c'est pas aujourd'hui, il y a tellement de péripéties dans la mine de manganèse de Tambao. Inata, on connaît aussi la petite histoire récemment. On s'est dit, avec le 25 avril, peut-être qu'on ira, on se projettera autrement, positivement. Mais voilà que quelques mois après, on nous parle de retrait accordé à Afro-Turc. Je le rappelle, quand on disait Afro-Turc, je ne sais pas si avec vous, on ne l'avait pas abordé. J'avais posé la question, est-ce que vous-même qui êtes du domaine, vous connaissez cette société Afro-Turc? Il y a eu beaucoup de questionnements comme ça, tant et si bien qu'il y avait même des suspicions. Mais quelques mois juste après, on dit qu'on retire. Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on n'a pas été si strict quand on regarde les réserves que les uns avaient, quand on cherchait même à savoir quelle était l'entreprise et tout? Je commence par vous et puis les autres pourront aussi rebondir là-dessus. Effectivement, sur ce même plateau, cette question m'avait été posée. En son temps, je disais que je ne connaissais pas cette société, que nous étions en train de rechercher aussi pour savoir qui était à l'intérieur ou pas. Je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui avec le retrait, le retrait pourrait paraître surprenant au regard du temps d'octroi et du temps de retrait, mais en réalité c'est parce que de par le passé, on n'avait pas été strict dans l'application des textes que beaucoup d'entreprises minières se retrouvent aujourd'hui même être détentrices d'un certain nombre de permis d'exploitation. Parce qu'au regard des textes, il y a un délai qui est déterminé pour commencer les travaux. Passé ce délai-là, l'État est en droit de retirer le titre pour procéder autrement. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Afro-Turc. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est comme si on n'avait pas fait une étude suffisamment approfondie par rapport à cette nouvelle entreprise qui n'était pas vraiment connue. La conséquence aujourd'hui est que on se rend compte qu'elle ne s'est pas présentée en tout cas comme étant une entreprise sérieuse sur qui on pouvait compter. Et je pense que le retrait
pour nous, c'est une conséquence logique. Et je vais venir vers vous, Adam Amadé Sigiré. Je le disais, c'est le 25 avril qu'on a l'octroi de permis d'exploitation de la mine. C'est juste il y a quelques mois. Et dans le contexte même au départ, beaucoup se demandaient, mais ça là, ça sort d'où? Parce qu'on cherche, vous allez aussi Google même pour trouver les traces de l'entreprise, c'est compliqué. Quand on regarde que quelques mois après, on se rend compte que elle n'est même pas capable de pouvoir respecter ses engagements face à l'État. Est-ce qu'il n'y a pas de questions à se poser dans le process? Oui, merci beaucoup, M. Vaha. Et avant tout, comme je suis sur votre plateau, je voudrais témoigner toute ma gratitude à la ville de Pau, parce que vous voyez que je suis joliment habillé. J'ai été là-bas, j'ai animé une conférence sur les valeurs culturelles. Okay. Et on m'a offert cet habillement-là. Qui est très beau d'ailleurs. Qui est très beau d'ailleurs. Donc, je suis habillé en bon cassena. Donc, je voudrais encore témoigner une fois de plus ma gratitude à la ville de Pau pour cet accueil. Maintenant, pour revenir sur votre question, moi, les questions minières m'intéressent beaucoup, même si je ne comprends pas beaucoup de choses dedans. Je sais que ça m'intéresse beaucoup. Et je sais que de par le passé, il n'y a pas eu un grand sérieux dans l'attribution des permis d'exploitation. Et on a donné nos sociétés minières à des gens qui viennent pour chercher de l'argent, et souvent de la mauvaise manière, et souvent chercher de l'argent seulement à leur profit. Je ne maîtrise pas très bien le dossier, mais je crois que dans l'attribution de ce permis d'exploitation, comme M. Yanaï a dit, il y a eu peut-être une certaine légèreté qu'on a vite fait de constater, et on s'est rendu compte que peut-être cette société-là n'est pas capable de faire le travail comme ça devrait se faire. Je crois que c'est ça qui pourrait, je parle bien au conditionnel, qui pourrait expliquer le retrait de ce permis d'exploitation. Au-delà de cela, c'est quand il parle aussi de la résilience dans le secteur minier. Oui, résilience, mais c'est bien. Mais résilience au profit de qui? C'est ça maintenant la question que moi je me pose. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de sociétés minières au Burkina Faso. Moi j'ai visité le pays, j'ai vu les sociétés minières, et chaque fois quand je vois les sociétés minières et l'air étendu, et surtout les dégâts que ça cause à l'environnement, parce que ces sociétés vont partir après. Chaque fois je me pose la question, mais tous ces dégâts-là, c'est pourquoi on fait tout ça dans notre pays, et concrètement je ne vois pas tellement les retombées de l'industrie minière. On nous parle chaque année souvent de milliards, mais concrètement ces milliards-là vont où? Et pourquoi on donne nos sociétés à des gens que moi j'appelle des étrangers qui exploitent? Et en réalité, quand moi je regarde ce qu'on met dans l'assiette de l'État, ce qu'on met dans le budget de l'État, et par rapport à ce que ces sociétés-là gagnent, franchement, j'avoue qu'il y a un grand écart. Et personnellement, je ne peux pas être satisfait de cela. D'accord. Je vais revenir donc vers vous, Kwama, Ido. C'est toujours la même question. On a un permis qui est octroyé, vite fait, c'est retiré. Quelle lecture vous faites de tout cela? Ont-ils les leçons peut-être assez vite, mais est-ce qu'on a été aussi assez rigoureux dans les process avant? Ok, merci, parce que si on analyse la situation de façon superficielle, on peut croire que le gouvernement n'a pas été vigilant au départ, au moment où il octroyait le contrat à ces mines-là. Alors, mais ce n'est pas là le problème, parce que comme le grand frère Sigiré l'a dit, dans ces pays-là, il y a eu beaucoup de laxisme dans les contrats miniers qui ont été signés. Alors donc, moi je n'en veux pas au gouvernement, parce que les sociétés minières, on connaît aussi que ce sont des sociétés qui travaillent avec la ruse. Il y a aussi que si après un certain nombre de temps, le gouvernement constate que les dossiers qui ont été acceptés ne sont pas conformes, on peut retirer le contrat. Alors il y a aussi que le contrat même, il y a des clauses. Maintenant, si la société n'arrive pas ou bien refuse d'accepter ou bien de payer, de suivre les textes, comme alors le contrat, les termes du contrat, il est du droit du gouvernement de retirer simplement. Parce que ce pays-là, effectivement, on a constaté que beaucoup de sociétés minières, mais la population ne profite pas. Et donc, pour moi, si même un jour après, si on constate que le contrat ou bien la société n'est pas une société crédible, il n'y a rien à faire, ça veut dire aujourd'hui que le Burkina Faso est en marche. Il y a vraiment des dirigeants qui sont vigilants, qui se soucient vraiment de l'avenir de ce pays. D'accord. On va terminer avec vous, Dr Lopi Payen, un peu sur la même question.
Parce que c'est vrai qu'il dit il y a des hommes d'affaires véreux, mais je pense que quand on est à la tête d'un État et quand on a des process, le minimum aussi c'est d'enquêter sur ceux qui viennent. Et bon, je l'ai dit au début, il y avait beaucoup de questionnements autour de l'identité même de la société. Donc je me dis, c'est comme si ça vient un peu apporter de l'eau au moulin à ceux qui avaient même quelques... Il faut dire, généralement, on dit c'est sous réserve d'un contrôle approfondi. Même les délibérations des examens professionnels ou alors scolaires, c'est sous réserve d'un contrôle approfondi. Donc pour moi, quelques mois, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. D'accord, voilà. Allons-y. Okay. Bon, en fait, c'est un domaine que je ne maîtrise pas assez. Et donc je ne connais pas aussi les termes de contrat qui lient donc la société Afro-Turc à l'État burkinabé. Donc je n'ai pas d'informations sur les cahiers de charges si ça existe. Et certainement ça doit exister. Mais bon, il faut reconnaître que la question minière de façon générale pose problème. Ici, il s'agit d'un retrait. Mais on a vu des cas où les populations elles-mêmes se sont mobilisées à aller détruire des sociétés minières dans ce pays. Voilà, il y a eu ces cas-là de façon même répétée. Voilà, donc c'est pour dire que la gestion même des mines aujourd'hui pose problème. Voilà, et je pense que l'autorité ici doit avoir un regard là-dessus. Et ce qui vient de se passer, moi je trouve que c'est déjà quelque chose de bien parce que ça montre quand même qu'il y a quand même un œil vigilant sur la manière dont ces sociétés-là sont gérées. Et en plus, si ici, les objectifs de départ, les objectifs définis, à un certain moment, les autorités se rendent compte que la société n'arrive pas à atteindre les objectifs qui sont définis, mais c'est bien normal qu'on puisse retirer ici le permis d'exploitation à cette société. Et surtout, dans un contexte de crise économique, de crise où nous avons besoin ici de réserves. Pour pouvoir ici mener une bonne politique économique, pour faire face à certaines questions, à certaines urgences. Et moi, je me dis peut-être que c'est ça qui a obligé le gouvernement, les autorités ici, à retirer le permis pour donner peut-être à une société qui pourra aller plus vite et bien, et qui pourra ici être en accord avec les termes de contrat, surtout en termes de production, parce que le temps mis par la société devrait normalement pouvoir produire une certaine quantité. Mais ici, après, on constate que rien ne bouge. Mais il est normal que dans l'urgence dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, que les autorités donc en viennent à retirer le permis d'exploitation, et en espérant qu'on pourra donner ça cette fois-ci à une société beaucoup plus crédible, une société en tout cas qui pourra aller vite pour permettre à l'État d'atteindre ses objectifs. D'accord. Et je vais revenir vers vous, Yann. C'est que quand on regarde, ils ont été clairs. C'est qu'ils n'ont procédé à aucun règlement des sommes dues à l'État burkinabé. Ils disent, malgré des interpellations et des mises en demeure de 90 jours. Ça, c'est un fait, mais aujourd'hui, il y a le retrait et la question est claire, c'est pour leur rétrocession à de nouveaux investisseurs. J'ai dit, quand on dit Inata, ça rappelle une histoire récente. On ne va pas dire qu'il n'y avait pas de problème, mais il y avait des acquéreurs qui fonctionnaient. Il y a eu un incident, on a vu ce qui s'est passé. Et après, l'affaire est même passée en justice, on voit comment c'est terminé. Quand on parle de Tambao, on ne va pas rappeler les péripéties en justice qu'il y a eu avec des Timis et autres. Il y a eu beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de rétrocession, vous pensez que ça pourrait être facile? On pourra avoir des personnes de qualité qui pourront venir, des investisseurs? Oui, avec ces expériences qu'on a déjà vécues, je pense qu'il faut véritablement penser à quelqu'un de sérieux. Je pense qu'on doit pouvoir tirer la leçon pour trouver cette fois-ci une entreprise suffisamment sérieuse qui va faire le travail. Inata, l'entreprise, j'allais dire la personnalité qui avait pris la mine d'Inata, moi personnellement, je m'étais opposé à l'octroi des titres miniers à cet individu-là, parce que j'avais beaucoup d'éléments sur lui qui le présentaient comme un spéculateur et non un investisseur. Malgré tout, l'autorité avait jugé utile de lui octroyer le titre minier. Il n'a pas pu bouger. C'est le même qui a pris le site de Kalsaka. Il n'a pas pu bouger. C'est de ses mains qu'on a retiré pour Afro-Turc. Afro-Turc qui avait au départ aussi fait des propositions alléchantes en proposant de construire une caserne militaire qui va sécuriser le site, aussi bien à Tambao qu'à Inata. Et au regard du contexte, la proposition était alléchante pour le gouvernement en tout cas. Mais on était loin de s'imaginer que
Elle allait être aussi une entreprise, j'allais dire entre gris fantôme, qui n'a pas pu non plus bouger. Je pense que de plus en plus, il faut procéder comme ça. En la matière, il n'y a pas de sentiment. Si le texte dit que vous avez 6 mois ou 1 an pour démarrer, au bout du délai, si vous ne démarrez pas, il n'y a pas de préjudice à causer au pays. Il faut procéder systématiquement au retrait. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Cette fois-ci, il va falloir effectivement des analyses beaucoup plus approfondies en termes de capacités techniques et financières, du sérieux de l'entreprise avant de contracter avec elle. D'accord. Et maintenant, il y avait plusieurs points, j'ai dit. Il y a celui aussi qui était très attendu, la question de la relecture de la loi de juin 2015, qui est portant code minier du Burkina Faso. Il faut rappeler qu'il y a eu un modificatif qui avait été apporté en juillet 2023. Et les objectifs sont assez clairs. Et ça a été défini évidemment par le ministre lui-même. Disposer d'un instrument juridique solide et actualisé pour mieux encadrer le secteur minier et générer davantage de recettes au profit de l'État. J'ai dit, vous êtes très au parfum du contexte et de l'intérieur des choses. Quand on regardait nos textes, s'il y a eu, ne serait-ce qu'en juillet, un petit changement, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'éléments déjà à commencer à travailler là-dessus. Vous avez regardé un peu les explications qui ont été données par le ministre. Est-ce que pour vous, ce sont des changements déjà majeurs? Oui, pour ce code minier qui n'est pas encore adopté par l'Assemblée législative de la transition, je dois préciser d'abord que le document qui a été adopté en Conseil des ministres n'est pas encore pris connaissance. Mais au regard de ce que nous avons comme information, il y a beaucoup de progrès. Maintenant, il faut préciser que la modification qui avait été apportée en juillet 2023, qui a donné lieu à la loi modificative 012. C'était une lecture à minima, parce qu'on avait touché qu'à 2 articles seulement. Voilà, à 2 articles, en attendant justement d'aller à une révision en profondeur du code minier. Et ce qui a été déjà annoncé, en tout cas, nous, on se satisfait de pas mal de points parce que les points qui ont été pris en compte dans ce projet de loi-là font partie de ce qui avait constitué pour nous un plaidoyer fort pour dire que le prochain code minier devrait prendre en compte ces éléments-là. Et quand on voit ce qui a été déjà annoncé comme innovation dans le code à venir, ça prend effectivement en compte ce que la société civile avait beaucoup souhaité. Et je pense que quand on aura le document lui-même, on va se rendre compte, en tout cas, il y a beaucoup de consolidation. Parce que ce qui est important à retenir, c'est est-ce que du code de 2015 au code qui va venir, on a reculé ou pas? Visiblement, on a fait des bons significatifs, donc on n'a pas reculé. Et c'est une loi comme toute autre loi, même si elle venait à être adoptée, on ne dira pas que c'est une loi à 100% parfaite. Elle aura certainement ses insuffisances et ses points forts, mais le plus important, c'est qu'au fur et à mesure qu'on passe d'une loi à une autre, on sent qu'on avance. Et visiblement, là, on est en train d'avancer en tenant compte des intérêts vraiment du pays. Parce qu'il faut dire que depuis l'adoption du code en 2015 à maintenant, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, aussi bien au plan national qu'au plan international. Le coût de l'or est au-delà des attentes. Il y a aussi qu'effectivement, on ne va pas continuer à exploiter notre or pour développer d'autres pays au détriment du nôtre, alors que depuis plus de 15 ans, c'est ce que nous faisions. Donc, ces retouches-là montrent effectivement il était temps qu'on aille véritablement à un code minier de développement et en lieu et place de cette expression code minier attractif qui attire les investisseurs et qui ne nous apporte pas grand-chose.
D'accord. Et quand on regarde, on va aller dans le contenu, et je vais permettre aussi aux autres de réagir. Quand on voit le contenu de ce que le ministre a lui-même donné, il est revenu sur la question de la commercialisation de l'or, donc la prise en compte de la commercialisation de l'or et des autres substances. Mais il y a un autre élément, c'est la contribution des sociétés minières d'exploitation à la constitution de la réserve nationale d'or. Je ne sais pas, quand on parle de réserve nationale, souvent c'est des banques centrales. C'est vrai que les pays aussi constituent souvent des réserves. On connaît aussi de façon géostratégique le positionnement nouveau aussi du Burkina avec certains autres pays. Est-ce que derrière, il n'y a pas une autre politique à lier quand on est en train de parler de se constituer une réserve d'or? Je vais commencer par vous, Sylvie. Monsieur Vaha, vous savez, dans cette question d'exploitation minière, il faudrait souvent qu'on se dise la vérité. En réalité, le problème de l'industrie minière au Burkina Faso, ce n'est pas un problème de relecture du code minier. Okay. Si l'on veut, on peut relire le code minier plus de 20 fois. Ça ne va rien changer. Pourquoi? Non, il y a un manque de sérieux dans l'exploitation minière. Ça, il faut concrètement le dire. Il y a un manque de sérieux. Le code minier dont on parle, de 2015, moi, un de mes amis, pour ne pas le citer, Anselme Somda, c'est lui avec d'autres personnes qui ont porté le projet. Il était à l'ALT, c'est mon ami Somda qui a porté le projet. Et ce projet a été voté. Mais est-ce que le code minier de 2015 a été appliqué? Ça n'a pas été appliqué. Somda est là, vous pouvez l'appeler pour lui demander. Ce code minier de 2015, même qu'on disait être un code minier attractif, n'a même pas été appliqué. Pourquoi? À cause de la faiblesse des dirigeants. On ne peut pas, les ressources minières sont des ressources qui ne se renouvellent pas. Une fois qu'on exploite de l'or quelque part, c'est fini, il n'y aura plus de l'or là-bas encore. Cet or-là, c'est pour nous, c'est pour notre pays. Je ne peux pas comprendre qu'on exploite de l'or au Burkina Faso, qu'on tire des milliards et que nous-mêmes nous sommes pauvres. Je prends un exemple palpable. La mine d'or de Houndé. Moi, j'ai passé là-bas pour aller à Bobo. J'ai dit à un ami policier que la mine d'or de Houndé va créer des problèmes et qu'il se pourrait qu'un jour, les gens attaquent cette mine d'or-là. Ça s'est arrivé. Quand ça s'est arrivé, il m'a appelé, je lui ai dit que ça ne me surprend pas. Sociologiquement, quand vous regardez, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Parce que les gens commencent à se réveiller. Moi, je ne vais pas avoir le champ de mon grand-père, où il y a de l'or, et quelqu'un vient exploiter ça, faire ce qu'il veut, pendant que moi je dors avec la famine. À un certain moment, les gens vont se réveiller. Donc, ce n'est pas une question de relecture de code minier. C'est une question de prise de conscience. Moi, j'invite les autorités de la transition à prendre à bras le corps cette question d'exploitation des ressources minières de notre pays. Parce que ce tort-là, ces ressources minières-là nous appartiennent et sont des ressources qui ne sont pas renouvelables. Partant de cela, il faut contraindre les investisseurs. Comme il a dit, ce n'est pas un code minier attractif, c'est un code minier d'investissement pour que le Burkina Faso puisse se développer. Les deux choses. C'est peut-être vers ça qu'on est en train d'aller. Oui, maintenant. On est en train d'aller ça, mais il ne suffit pas seulement de voter les textes. Ce que je suis en train de dire, il ne suffit pas seulement de voter les textes. On peut voter les textes. On a voté en 2015. Pourquoi on n'a pas appliqué? Ce n'est pas une question de voter les textes. Il faut des hommes et des femmes, des dirigeants politiques qui vont s'assumer et qui vont être fermes avec ceux qui veulent investir dans le domaine minier. Si vous voulez plus investir, voilà ce qu'on vous impose. Si vous ne voulez pas, vous voulez partir chez vous. Vous avez déjà entendu que l'or a pourri où? L'or, ça ne pourrit pas. Pourquoi les... Non, je termine. C'est une question qui m'était à cœur. Même si je ne maîtrise pas techniquement la question, mais je maîtrise la question dans son ensemble parce que j'ai lu les textes, mais j'ai fait le tour du Burkina Faso et j'ai vu les sites miniers, j'ai vu l'impact négatif des sites miniers, j'ai vu la misère des populations qui côtoient les sites miniers pendant que les gens enlèvent des milliards et des milliards pour le construire chez eux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on impose une façon d'investir à ces investisseurs miniers. S'ils veulent, ils investissent. S'ils ne veulent pas, ils partent chez eux. Et je termine encore. Mieux même que le code minier. On peut même nationaliser ces industries minières. C'est une possibilité. On ne va pas nous dire qu'on manque de capacité pour exploiter une industrie minière quelque part. Donc, j'ai dit, au-delà du code minier, il faut mettre du sérieux. Tant qu'on ne met pas de sérieux, si on veut, on peut voter 20 codes miniers. Si c'est la même façon de traiter, pour ne pas dire de dealer avec ces miniers-là, on ne s'en sortira pas. Vous vouliez réagir? Oui, je voudrais réagir pour dire que la révision du code est nécessaire. Parce que c'est un secteur capitalistique qui a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'implications. Et pour un rien, les entreprises minières peuvent attaquer tout un État devant des juridictions internationales. Maintenant, ce qu'il dit, c'est la prise de conscience d'un État. Il appartient à l'État de dire « moi, je vote ma loi sur telle orientation ». Si vous êtes un investisseur et que vous arrivez, voici comment ça se passe chez nous. Et justement, c'est au regard du passé que les choses sont en train d'être rectifiées. Si, comme vous n'êtes pas un peu dans le secret des choses,
cette relecture de ce code qui est en train de venir, ça n'a pas suivi le format qu'on a l'habitude de connaître. En ce sens qu'avant, pour élire le code, il fallait réunir les différents acteurs, y compris les sociétés minières. Mais pour un seul article, on peut passer 2 semaines. Parce que les sociétés minières ne sont pas d'accord avec tel article et voudraient qu'on écrive l'article de telle ou telle façon. Cette fois-ci, le gouvernement a dit qu'il s'assume. Il n'a associé personne, aucune entreprise dans ça. On a écrit cette fois-ci la loi du Burkina avec les dispositions du Burkina. Si demain vous regardez et que ça vous convient, on fait le chemin. Si ça ne vous convient pas, c'est ce que nous on peut faire désormais chez nous. Donc c'est pour dire que ça cadre avec ce que vous venez de dire. On a pris vraiment nos responsabilités d'adopter une loi burkinabé. Parce qu'avant on se demandait, mais on est en train de discuter d'un code minier des investisseurs ou d'un code minier du Burkina. Et cette fois-ci, on s'est assumé et on est en train d'aller vers le vote de notre loi, quitte à ceux qui pensent qu'ils peuvent rester au regard des nouvelles dispositions, qu'ils restent. S'ils savent que ça ne leur convient pas, ok. D'accord. Ça ne fera pas de nous des ennemis. C'est pour ça que je posais la question sur certaines de ces dispositions, notamment la question de constitution des réserves. Et il est demandé aux sociétés minières, clairement, de contribuer à cela. J'ai dit, ça doit s'impliquer d'un positionnement politique. Vous êtes sociopolitologue, docteur Lopépin. On sait que la question de l'eau, c'est une question de refuge. Et c'est l'affirmation aussi d'une souveraineté, la question de la construction d'une réserve. On est dans la logique avec ce qu'on a vu depuis un certain temps. Oui, mais bien sûr. En fait, non, ce qui peut choquer, c'est de savoir à un certain moment que le Burkina Faso connaît un boom minier, comme on a toujours l'habitude de le dire, et que, à la grande surprise, il n'y a aucune réserve d'or. C'est impensable. Je ne sais pas comment les dirigeants de l'époque ont pu bien pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait même pas de réserve d'or. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une lacune qu'il faut combler. Voilà. Toutes les grandes nations ont des réserves d'or. Et la question de la réserve d'or est un instrument donc, de soutenabilité financière. Ça, c'est très important. Et surtout, que nous sommes en train d'envisager des perspectives, c'est-à-dire de souveraineté monétaire. Il est impératif qu'il y ait une réserve suffisante, une réserve conséquente d'or au niveau national pour pouvoir faire face à ces défis-là. Je pose la question parce qu'on est dans un débat aujourd'hui où les gens entrevoient aussi la question de la création d'une monnaie. Parce que quand on regarde ça, on ne se dit pas, ce n'est pas des indices. Oui, mais je viens de répondre à cette question justement. J'ai dit c'est un instrument de soutenabilité financière. C'est-à-dire c'est quoi? Dans la perspective où nous voulons aller vers une souveraineté monétaire, mais il faut absolument une réserve d'or conséquente pour pouvoir soutenir cette politique monétaire. Et je pense que pour moi, c'est dans cette perspective qu'aujourd'hui, il est impératif qu'il y ait cette réserve-là. Parce que le pays, le Burkina Faso veut aller vite et bien. Et si même, je peux dire même que dans l'analyse, je peux faire un lien avec même le retrait même de l'exploitation de la mine de la société Afro-Turque, l'exploitation du permis et le retrait du permis d'exploitation. Je peux déjà faire un lien parce que déjà, c'est la réserve d'or qui est nécessaire pour mener une politique monétaire souveraine. Mais il se trouve qu'il y a ici des canards boiteux. Mais des sociétés qui n'arrivent pas ici à faire rentrer cette réserve-là, au moins une quantité d'or qui puisse. Mais il est normal que l'État puisse retirer pour donner à une société qui pourra aller plus vite. Donc, je dis qu'aujourd'hui, la question de la réserve d'or a un enjeu. Et l'enjeu principal, c'est la question donc, de la souveraineté. Et la souveraineté politique, elle est nécessaire. Mais la souveraineté, je dirais que la plus même importante, c'est celle économique, qui passe par la souveraineté monétaire. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, une réserve d'or nationale, moi je pense que vraiment c'est pour soutenir ici une politique monétaire souveraine. C'est ce que moi je comprends. Alors, maintenant, permettez-moi ici de dire que la question de l'exploitation minière, c'est comme il a dit, mais on est parfois choqué quand on vous donne le pourcentage qui revient ici à l'État burkinabé. En tant qu'il était question de 10%. Après, on nous vient dire que c'est 12%. Mais moi, je me demande bien qu'est-ce qui se passe. Et quand on voit des pays. C'est 15%. C'est ce qui est voulu, on ne sait pas encore acté. Quand on voit certains pays, quand même, qui ont pu amorcer un décollage à partir de l'exploitation de l'or, tel que la Tanzanie, je parle sous le contrôle de mon grand frère Yann ici, qui est du domaine. Mais on se demande qu'est-ce qui se passe au Burkina. Est-ce une malédiction ou quoi? Mais les investisseurs dont on parle là, est-ce que l'État burkinabé ne peut pas aller chercher
les mêmes capacités financières qu'ils ont là, est-ce que l'État ne peut pas aussi aller chercher, c'est-à-dire ces sous-là pour venir investir et créer ici des sociétés d'exploitation minière nationale? Moi, pour ça, je suis peut-être un novice sur la question, mais ce que les investisseurs amènent là, est-ce que nous, on ne peut pas aller chercher ça ailleurs pour venir créer nos propres sociétés, exploiter et peut-être donner une petite part à ce qu'on appelle investisseurs, afin qu'ils puissent aussi participer d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que la part même de l'État doit, c'est-à-dire, supplanter la part des investisseurs. Si nous voulons être souverains, il faut que l'État s'assume. Il faut que l'État arrive à créer ses propres sociétés d'exploitation minière, au lieu de laisser que ce soit des investisseurs qui viennent et qui par moments s'organisent même pour imposer leur volonté à notre État. Donc la souveraineté au niveau de l'exploitation minière doit aussi être réalisée. Et en cela, j'interpelle l'État, les autorités, afin qu'elles prennent leurs responsabilités pour ne pas laisser les investisseurs dominer le secteur. Il appartient à l'État de dominer le secteur, quitte à laisser ici certains parts à des investisseurs qui pourront ici exploiter. Mais quand c'est les gens qui viennent avec l'argent, mais ils vont imposer leur volonté. Il a dit ici, mais quand on veut remettre en cause, on dit non, il ne faut pas décourager. Ça risque de décourager les investisseurs. Où est la souveraineté dans ça? Évidemment. Docteur Ido, je vais vous permettre de réagir. C'est vrai que je parlais de la réserve, mais il y a beaucoup de points qui ressortent, en tout cas, dans cette révision. Mais quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il lui pose un problème, c'est la question de l'investisseur étranger, mais il faut développer aussi, quoi qu'on dise, une capacité domestique en termes d'investisseurs, en termes de profil de qualification. Ça aussi, ce sont des éléments. On a vu à un moment donné, c'était la promotion du local content, parce qu'il fallait qu'au niveau local, on puisse aussi tirer le meilleur parti de ce secteur-là. Non, mais on va permettre à Ido de réagir. Non, bien sûr, sur la question de cette souveraineté. Pour ajouter juste à ce que tu dis. Oui, allez-y, rapidement. Même au niveau du capital humain, c'est très important. Il faut promouvoir l'expertise nationale. Au lieu chaque fois de laisser des gens qui viennent ici prendre des millions, au moment où les nationaux même traînent avec peut-être 600 000 francs, vous allez voir quelqu'un qui fait le même travail qu'un national, parce que c'est un expatrié, il se retrouve avec 3-4-5 millions. Sur la question il faut de l'expression de la souveraineté dans notre pays. Allez-y. Non, moi je suis optimiste parce que ce gouvernement, les gens vont dire que c'est l'apologie, mais moi je n'ai pas trop peur, parce que au départ, même quand les gens ont commencé à critiquer les frappes aériennes, que ce sont des simples vidéos, après ils ont compris que c'était réel. Et tout récemment, la semaine passée, il y a eu encore des mesures qui ont été prises dans le domaine de la santé avec l'IRM. Et ça aussi, c'est à saluer. C'est vrai que c'est des décisions vraiment courageuses et salutaires. Et donc moi, aujourd'hui, quand j'ai lu les propositions déjà, les innovations, moi, je salue. Je salue parce que déjà, vous voyez, il y a une ligne qui dit que les sociétés seront obligées d'associer les investisseurs burkinabés. Ce qui n'était pas faisable. On va en discuter tout à l'heure. Voilà, ce qui n'était pas... Et donc, je pense que quand c'est comme ça, effectivement, les mines doivent profiter au peuple. Quand je fais le tour, moi aussi j'ai tourné un peu dans quelques mines dans mes recherches. Quand vous prenez le cas de Perquois, le zinc de Perquois, dans le village de Perquois, vous n'allez jamais imaginer qu'il y a une mine de zinc dans le village. Mais je ne dis pas que la population vit misérablement, mais ce n'est pas au profit. Le zinc ne profite même pas à ce village-là. Il n'y a pas de bonne école, il n'y a pas de bon hôpital, il n'y a pas de pharmacie. Donc il n'y a même pas une bonne voie dans le village. Donc c'est ça qui fait mal. Et normalement, toute la région du centre-ouest et tout le Burkina devait constater qu'il y a... Et c'est la même chose qu'à Kalsaka, où même après le départ de la mine, on a compris que tout était pollué, il n'y a même pas de mesures prises pour sécuriser le sol. On se rappelle aussi de ce qui s'est passé à Poura avec la Sorémib, c'est la même chose. Donc il faut réellement... Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'à la fin, ils disent qu'il y aura un suivi sérieux. Le suivi sérieux, c'est comme je l'ai dit ici, il faut associer des sociologues, il faut associer des anthropologues, il faut associer des sémioticiens, il faut associer tous les secteurs scientifiques pour qu'en réalité, on ne puisse pas tomber encore dans les mêmes précipices. D'accord. Docteur Edo, ce que vous dites c'est très intéressant, mais je vais revenir vers Yen. Souvent, on a l'impression de dire que l'exploitation elle ne bénéficie pas aux populations directes. Mais ça, c'est la question de redistribution. C'est la question de redistribution. Il faut aussi qu'il y ait un État qui s'assume. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Sigiré. Il y a les obligations de la mine, quelquefois, qui sont dans des cahiers des charges que même les riverains ignorent. Il y a l'État lui-même qui, dans la redistribution, devrait
garder une certaine équité. Maintenant, quand on regarde dans les modifications qui sont en train d'être données, c'est la possibilité que le national puisse avoir des parts de capital dans ces entreprises-là, ce qui devient intéressant. L'obligation de l'ouverture du capital à des nationaux, on en parlait tout à l'heure, et l'État lui-même qui prend une part plus intéressante, qui passe de 10 à 15%. Vous disiez tout à l'heure, les entreprises minières sont du genre à regarder dans les comment dire ça, dans les petits textes exploiter les failles. Mais ici, on a quelque chose qui est couché, vous le dites sans eux, ça va s'appliquer en tout cas à eux. Ça ne va pas faire de grincement dedans? Alors, je voudrais d'abord vous rassurer que ce que nous avions comme récrimination, c'est ça qui sont en train d'être corrigé. Moi qui suis à l'intérieur, je vous assure que ça bouge. Et ça bouge dans le bon sens. Okay. La domination des entreprises minières qu'on avait de par le passé sur les dirigeants, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et il y a une certaine volonté de prendre en main le secteur. Et ça, c'est encourageant. Vous aurez constaté que de plus en plus, on économise la salive. Donc, ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui se fait. Alors, mais je dois dire aussi que même s'il n'y avait pas cette question, le contexte aujourd'hui d'aller peut-être vers une monnaie, il était nécessaire la constitution des réserves d'or. On ne peut pas être un pays dit minier et ne pas avoir des réserves d'or. Ça, c'est inadmissible. Et ça fait partie des combats que nous avions menés. Nous avions dit ce que nous appelons, qu'on appelle paiement des royalties. C'est-à-dire qu'ils vous payent des taxes, ils amènent les lingots d'or à l'extérieur, affiner, vendre, et puis vous partagez la liquidité. On a dit que c'est une mauvaise affaire. C'est une très mauvaise affaire. Et nous avions dit, la meilleure formule pour un État, c'est le partage de la production. Chacun prend ses lingots, l'autre prend ses lingots, et chacun gère comme il veut. Et c'est à partir de ça aussi que vous pouvez constituer votre réserve d'or en plus d'autres éléments. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui avec le code minier qui vient. L'autre aspect, même si vous avez 1000 milliards par jour, si vous gagnez 1000 milliards par jour, et que vous n'avez pas un modèle de gestion qui permet d'impacter les citoyens, vous allez passer à côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Même le peu qu'on a gagné, on aurait dû sentir quelque part que dans ce pays-là, on exploite l'or. Mais le modèle de gestion ne permet pas aux citoyens lambda de pouvoir sentir cela. Donc c'est pour dire que toutes ces réformes qu'on est en train de faire, c'est vrai qu'on est dans un contexte difficile. Si on venait à sortir de ce contexte, il faut véritablement avoir un modèle de gestion des revenus miniers qui permet aux générations à venir de pouvoir sentir et comprendre qu'à un moment donné, leurs parents, leurs arrière-parents ont su gérer les revenus tirés de l'exploitation de l'or, et c'est pour cela qu'ils bénéficient de tel niveau de développement aujourd'hui. Mais si on n'a pas ce modèle de gestion, ça va être véritablement compliqué. La question du capital humain, oui. Et c'est ce qu'on aurait dû faire même dès le départ. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir autant de chantiers miniers, alors qu'à l'intérieur, vous n'avez aucune expertise dans aucun compartiment. Donc, si bien que, comme j'ai l'habitude de dire, on est face à des investisseurs qui nous volent de façon transparente. Parce que nous sommes ignorants, on ne maîtrise rien, on croit en tout ce qu'ils disent. Et c'est ce discours-là aussi qu'on servait à des dirigeants. Mais c'est de bonne guerre. Et ils se sont préparés conséquemment avant de venir. Nous, on ne s'est pas préparés et on ouvre. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Il y a un point qui est ressorti dans la question des réformes, là, c'est la question du contrôle. Mais même le contrôle, nous avons souvenance qu'il y a eu des échanges au niveau de l'ALT avec la présence du ministre qui revenait même sur la question du contrôle et comment ça se faisait. Il a dit l'État lui-même, à un moment donné, du fait du dysfonctionnement, avait du mal à prendre en charge le contrôle parce que les gens qui vont en mission, les moyens de déplacement, si ce n'est pas des véhicules qui sont en panne, c'est même la planification qui n'est pas bien faite. Et il dit à demi-mot que ce sont ces mêmes entreprises minières-là qui ont accepté de venir prendre en charge le contrôleur. C'est-à-dire que c'est lui qui le transporte et c'est lui-même qui paye les missions
de celui qui vient le contrôler. Est-ce que si on continue comme ça, on peut s'en sortir? Ça, c'est connu depuis. Et justement, c'est tout ça là qui fait qu'on ne gagne pas grand-chose. Vous avez un secteur aussi stratégique, à tout point de vue, un patrimoine national. Vous ouvrez, vous n'avez pas de compétences requises, vous fermez les yeux, vous ne suivez pas. Et quand vient le moment de contrôler, le contrôleur vient prendre le contrôleur pour aller se faire contrôler à ses frais. Qu'est-ce que vous pouvez avoir alors qu'en réalité, ce n'est pas le fait seulement de payer les impôts et taxes là. Le suivi et le contrôle là, c'est extrêmement important. Parce que ça permet de fermer les failles que les autres pourraient exploiter pour pouvoir vous voler. Or, on ne contrôlait rien, on ne suivait rien, donc il n'était pas exclu, puisqu'on dit de ne pas affirmer, que notre or sortait comme ça sous nos yeux, ça allait où ça pouvait aller, et on était là aussi. D'accord. Sigiri, mais rapidement, comme on va passer à notre sujet. Parce que c'est comme je dis, c'est un sujet que je ne maîtrise pas techniquement, mais comme je parcours tout le pays là, je sais les réalités. Donc je suis très content ici quand monsieur dit que ça bouge. Nous, en tout cas, notre souhait est que ça bouge concrètement sur le terrain. Et nous, on va voir avec nos yeux, même c'est du pléonasme, voilà, concrètement ce qui se passe. Sinon, ce résumé dit, c'est un peu compliqué. Et il parle de contrôle. Effectivement, en matière de contrôle, il n'y avait en réalité pas de contrôle, hein, c'est une déclaration. Moi, j'ai des amis qui étaient proches de la chose. Arrêtez, quand on les envoie là-bas sur les sites miniers, arrêtez, c'est une déclaration. Les patrons du site minier viennent dire voilà combien de tonnes nous avons. Écrivez, et c'est comme ça, ils écrivent et puis ils vous donnent. Il n'y a pas en réalité de contrôle. L'État burkinabé ne maîtrisait pas le circuit de l'exploitation minière. Ce qu'ils appellent contrôle, c'est contrôle par déclaration. On vous envoie et puis on vous dit voilà ce qu'on a prévu, voilà ce qu'il y a là. Mais c'est pratiquement impossible. Vous êtes dans votre pays, les gens viennent extraire de l'or, qui est une ressource de grande quantité, et vous n'avez pratiquement rien. Pour revenir sur la constitution des réserves d'or, nous tous nous avons été au village, même au village avec nos grands-parents, il y avait des réserves de métaux, de métaux précieux que le grand-père ou bien la grand-mère gardaient jalousement quelque part, parce qu'on se dit que les moutons, les chèvres, les quoi, là, tout ça, lors d'une épidémie, ça peut mourir. Exactement. Mais au cas où ça chauffe et on ne sait pas comment on fait, on prend ces métaux précieux-là, qui ont de la valeur et on va vendre. C'est exactement ça. Pratiquement, vous êtes dans un pays, c'est comme moi j'ai dit, les Burkinabés vivent, c'est pas comment je vais dire. Au jour le jour, vous êtes dans un pays informel, comme a dit un monsieur qui nous a dit que le Burkina Faso est un pays informel. Nous, ça nous a fait mal, mais en réalité, le Burkina est un pays informel. Donc, il faudrait que les autorités mettent encore plus de sérieux, surtout dans le domaine de l'or, pour suivre sur toute la ligne la production de l'or et sérieusement des avoues que nous allons beaucoup gagner. Comme il a dit, quand nous on va sortir et puis voir que les villages qui côtoient les sites miniers, il y a des voies, il y a des tout, mais on va se rendre compte et puis on va apprécier tout ce qu'on souhaite, c'est cela. En tout cas, une révision qui est attendue. Le ministre a dit que ça va passer devant l'Assemblée législative de transition. On attend donc d'en avoir tout le contenu, hein, parce que c'est les brides qui ont été lancées sur lesquelles nous avons. Je sais que vous vouliez réagir, mais on a encore deux autres sujets, mais très rapidement. Oui. Ça sera... Et puis en plus, la déconnexion entre l'exploitation minière et la recherche. Non, je ne fais pas du syndicalisme. Les chercheurs qui je ne fais pas du syndicalisme. Autour de ma table, on va commencer à prêcher pour les dans le code de 2015, il y a docteur Ido qui disait qu'il faut comprendre les sémioticiens. Parce qu'il est sémioticien d'ailleurs. Oui, mais on a toujours écarté nos scientifiques. Je pense qu'on aura compris. On va fermer la partie. 1% était prévu pour la recherche. Et vous les cherchez, vous rien. D'accord, on comprend. Chacun prêche pour sa chapelle. D'accord. On ne peut pas déconnecter la recherche exclusivement consacrée à ça. On aura plus de temps. Évidemment, on va y penser. Sûrement que cela se fera à l'occasion de l'enrôlement peut-être du sujet au niveau de l'Assemblée législative de transition. Et à cette occasion, sûrement qu'on aura tous les détails des textes. Je pense qu'on sera encore plus à l'aise. Tout à fait. Ils invitent les chercheurs ici au débat préliminaire. Merci bien. Je souhaite cela. Il y a un autre sujet qu'on a voulu aborder, c'est la question de l'évaluation des contrats d'objectifs des ministres. Au 31 décembre plutôt 2023. On se rappelle que le lundi 18 mars dernier, le secrétaire général de la primature, Gampene, a fait une synthèse des différents entretiens. Il a dit qu'il y avait 6 contrats d'objectifs qui ont connu des taux de réalisation supérieurs à 90%, ce qui est conforme, dit-il, aux critères d'appréciation jugés excellents. Il y a 10 contrats d'objectifs où on a un taux de réalisation compris entre 80 et 90%, ce qui est aussi, au regard des critères d'appréciation
jugé très satisfaisant. Donc on a une moyenne qui se dégage qui est de 84,31%, et si on prend en compte donc l'ensemble des 20 contrats. Un exercice que les Burkinabés ont tous regardé. Est-ce que ça vaut encore son pesant d'or? Il est vrai que le ministre lui-même, quand il vient auditionner, le Premier ministre vient auditionner ses ministres, c'est normal parce qu'il leur donne des objectifs. Maintenant, après, est-ce que ça a un vrai sens pour le citoyen lambda, ce qu'on a par exemple vu cette semaine en termes d'exercice, ou bien est-ce qu'il y a des améliorations peut-être à apporter pour que le citoyen aussi puisse comprendre grand chose dedans, et mieux, ou bien pour vous, qu'est-ce qu'il faut? Je vais commencer par vous, Sigui. Oui, monsieur Vaha, je trouve d'abord que dans la forme c'est normal. Quand on évalue les ministres, c'est tout à fait normal. Avant tout, je peux considérer les ministres comme des employés. Des employés de qui? Des employés de la nation. Et ces employés-là, ils ont un employeur qui est l'État, et cet employeur pourrait être représenté par le Premier ministre qui les évalue pour savoir vraiment si les choses avancent. Donc, dans la forme, c'est vraiment une très bonne initiative. Et je crois que c'est la première fois que les ministres passent au niveau de la primature pour être évalués. Et moi, je suis parfaitement d'accord pour cette évaluation. Dans la forme, vraiment, c'est une très bonne chose. Et on s'attendait à ça. Et il faut encore encourager et pour que l'initiative puisse continuer. Maintenant, dans le fond, ça pourrait poser problème. Parce que noter les ministres dit que les contrats sont atteints à 80%, mais à 82%. Ce n'est pas le papier aujourd'hui qui pose problème. C'est la réalité du terrain. C'est ça. Quand on regarde dans le gouvernement de la transition aujourd'hui, il y a des ministres qui bossent. Ça, il faut le dire. Mais il faut reconnaître qu'il y a des ministres qui traînent les pieds, qui ne bossent pas. Et je suis surpris qu'on donne peut-être des notes de 80 ou de 85% à ces ministres-là, quand bien même on peut faire 2-3 semaines même sans les entendre, sans voir une sortie. Sûrement qu'ils travaillent dans l'ombre. Ils travaillent dans l'ombre. Quand ils travaillent, tout le monde doit savoir qu'ils travaillent. Parce que ceux qui travaillent, tout le monde voit. Donc, dans la forme, c'est une très bonne chose. Mais dans le fond, il ne faudrait pas que ce soit des notes de complaisance comme pour faire plaisir à des gens. Non, je pense qu'il faut afficher la rigueur sur toute la ligne. Aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau où il faut gouverner par l'exemple et surtout gouverner par des résultats concrets. Ce n'est pas parce que vous avez dit qu'un ministre a fait 80% dans ce domaine que nous allons applaudir. Non, non, non. Nous allons demander concrètement qu'est-ce que les 80% sont où? C'est où? On a vu ça où? C'est ça qu'il faut voir. Donc, je crois que dans le fond, personnellement, quand je regarde les notes de certains ministres, j'avoue que je reste perplexe parce que je me demande concrètement qu'est-ce que ces ministres ont fait dans leur domaine pour avoir les 80% là. Mais il y a des ministres... Vous avez des ministères où vous pensez que ça n'a pas du tout bougé? Il y a des ministères où je pense que ça ne bouge pas. Sincèrement, non, je ne vais pas venir me faire des ennemis ici parce que ce n'est pas souvent aussi simple que ça. Mais sincèrement, j'avoue qu'il y a des ministères qui ne bougent pas et je suis surpris par leur note. Sur l'évaluation, Yann. Non, l'évaluation est une très bonne chose. Il n'y a pas que dans le gouvernement qu'on peut faire des évaluations. Même dans toute entreprise, dans toute structure, on doit pouvoir faire des évaluations. Mais au niveau gouvernemental, l'intérêt des évaluations, en principe, lorsque vous faites les évaluations de tous les ministres, ça vous permet de mieux apprécier leur potentiel. Et ça sert quand il y a des remaniements ministériels. Vous voyez qu'à un moment donné, à certains remaniements, on change les ministres de département. Donc, l'évaluation peut permettre de savoir tel monsieur, il va être beaucoup plus productif en l'envoyant dans tel ministère que de le garder dans le ministère où il est actuellement. Donc, ce sont des éléments pertinents qui permettent de faire des ajustements quand le moment vient pour pouvoir rendre beaucoup plus productif le travail du gouvernement. Donc, que dans le fond ou dans la forme, c'est une très bonne chose. Mais je pense que les notes qu'on a attribuées, si j'ai bien suivi... Ils ont même dit, ils évitent de donner des notes. J'ai bien suivi, c'est en fonction du nombre d'activités prévues pour être réalisées par le ministère et le taux de réalisation qui a été fait. Je pense que c'est sur, ainsi que des instructions aussi particulières données par le Premier ministre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Et docteur Le Pépin, sur cet exercice-là? Bon, c'est un exercice qui est vraiment, je dirais, un exercice assez abstrait aux yeux du citoyen ordinaire. Bon, quand vous prenez quelqu'un qui a dit quoi faire, par exemple, vous lui dites qu'on a évalué les ministres, bon voilà, et qu'est-ce qu'il pense? Bon, c'est assez abstrait aux yeux du citoyen. Mais bon, l'évaluation, comme il a dit, à tous les niveaux, il y a des évaluations qui se font. Et il ne faut pas qu'on perde de vue. Et le ministre, c'est un serviteur du peuple. Voilà. Et par conséquent, c'est un commis de l'État. Et donc, il est normal qu'à un certain moment, on essaie donc de jeter un regard
voilà, sur ses performances. Et que l'évaluation aussi ait un sens au niveau de l'administré et qu'il puisse en faire aussi une lecture. Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis que c'est assez abstrait aux yeux de certains citoyens ordinaires. Voilà, nous par exemple, c'est parce que nous avons un certain niveau de compréhension que quand on dit qu'on a évalué un ministre, on peut se faire une idée de ce que ça veut dire. Donc, quand vous prenez le jardinier qui a dit quoi faire, par exemple, vous lui dites qu'on a évalué le ministre. Bon, ça même, c'est très éloigné même de son univers même, de vie, de sa réalité. Il s'en fout de ça. Quand on évalue un ministre ou pas, lui, il s'en fout. Mais de façon empirique, comme disait tout à l'heure Sigiré, le citoyen lambda, il peut vous donner 2-3 noms de ministres, vous lui demandez, il va dire, ah, celui allemand, je sais qu'il bouge dans son secteur là. Si c'est ça, sûrement lui, là, il travaille. C'est un peu empirique. Vous lui demandez pourquoi. Il dit ça, il va citer quelques éléments, mais c'est une perception qui peut pas forcément être biaisée, hein, mais qui sont ressenties. Oui, peut-être ceux qui sont plus médiatisés, parce qu'il y en a qui sont plus au sein de l'espace public que d'autres. Voilà. Mais maintenant, c'est pas parce qu'on est plus présent dans les médias qu'on est performant plus que celui qui n'est pas chaque fois dans les médias. Non, je ne pense pas. Donc, moi, je pense qu'avant donc de dire qu'on a évalué les ministres, il faut donner ici les critères d'évaluation. Là, ça permet au résultat produit là, ça nous permet de faire une appréciation de ce que, mais moi on me dit ils ont évalué, mais je sais quand même que voilà, c'est sur des bases déterminées. Docteur Ido. Mais ça ne préoccupe pas le citoyen ordinaire. D'accord, docteur Ido. Ok, pour moi dans la forme ça va, hein. Pour moi dans la forme, comme en tant qu'enseignant, on évalue les apprenants, ça permet de savoir leur niveau de performance et de projeter l'avenir. Donc, bon, dans la forme, ça va. Maintenant, dans le fond, bon, est-ce qu'il ne faudra pas que ce soit des notes de complaisance ou bien des notations de complaisance? Sinon, bon, les ministres n'ont pas réellement aussi les mêmes difficultés dans leur service. Et donc, parce que j'ai voulu atteindre cet objectif en 2 mois, en 3 mois, je n'ai pas pu, que je n'ai pas travaillé, puis ça dépend du problème. Donc moi je pense qu'il ne faut pas se fier totalement à cette notation. Mais dans l'ensemble, moi je pense qu'il faut féliciter tous les ministres burkinabés. Parce que nous disons ici, il y a des acquis, il y a beaucoup d'avancées. C'est un travail d'ensemble. Et donc moi je pense que tous les ministres au Burkina Faso font du travail qu'il faut féliciter, il faut saluer. Et ce que moi je vais dire, c'est que les ministres doivent simplement copier l'exemple du ministre d'État Bassolma Bazié. Ce n'est pas parce que c'est un Bassolma, c'est un Bazié, mais en réalité, c'est ce qu'on voit. Le travail qu'il a là-bas, c'est un ministre qui fait presque tout. On le voit par-ci, on le voit dans toutes les activités, on le voit souvent. Ça revient à ce que tout à l'heure, Dr Lopépé disait, il ne faut pas seulement se fier. C'est l'engagement. Il ne faut pas se fier à la fréquence d'apparition dans les médias ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il peut faire pour que le Burkina puisse avancer, moi, il ne ménage aucun effort. Donc, moi, je pense qu'il faut aller dans le sens du ministre Bassolma Bazié. D'accord, il y a par rapport à ce que le docteur a dit, parce que quand vous dites non, aujourd'hui on a besoin des ministres engagés. Ça, c'est une réalité, puisque nous sommes en train de défendre une politique de rupture, une idéologie. Si vous avez des ministres qui ne sont pas engagés pour défendre une politique de rupture, ce serait pratiquement difficile d'avancer. Il ne serait pas seulement d'être ministre dans un secteur ministériel et de s'occuper seulement de son ministère. Ce n'est pas ça, c'est une gestion classique. Ça, c'est ce qu'on a fait de par le passé. Aujourd'hui, nous sommes à un certain niveau où il faut effectivement, comme le docteur a dit, que les ministres se comportent comme Bassolma, qui défendent toute une idéologie, toute une politique de rupture. Ils peuvent donner son partout, ils peuvent donner leur voix pour qu'on sente qu'ils quittent ce carcan de leur ministère où on est assis en train de défendre seulement le ministère là pour se projeter vers l'avenir et qu'ils défendent une idéologie et qu'on le voit. Parce que c'est le système même qui l'exige. Parmi les passages, parce qu'on va aller vite, voilà. Parmi les passages les plus attendus, il y avait celui quand même du ministre de la Défense. Il s'en sort avec 73% taux de réalisation et on a vu que le général de brigade Kassoum Koulibaly a aussi fait une petite sortie parce qu'il y avait le rapport de la SELC. Je pense que l'opportunité a fait, il a sorti cela, l'armement, ce ne sont pas des cacahuètes que l'on vend au bord des routes. Ça fait que c'est tout ce qu'on a retenu un peu de son évaluation. Et ça a remis en selle le débat sur la question du contrôle fait par la SELC et la réponse qui a été donnée. Mais c'était quand même très attendu. Et je pense que lorsqu'il motive un peu les 73% taux d'exécution, il dit nous sommes partis avec des progressions de 200%, 500%, 800% pour bien sécuriser notre territoire. Il est aussi revenu sur l'année 2023, qui est l'une des années où
l'on a fait le plus gros effectif possible de recrutement. Ce sont des éléments qui sont concrets aussi. Sigiré. Oui, le ministère de la Défense occupé par le général Kassoum Coulibaly, je pense que dire que le ministère de la Défense n'a pas bougé, sincèrement, ce serait être malhonnête. Il faut reconnaître qu'il y a de gros efforts qui ont été faits au ministère de la Défense. Mais comme le général lui-même a dit, c'est le ministère qui gère la guerre. La gestion de la guerre est assez complexe. L'achat, par exemple, de l'armement, c'est ce que l'IA a dit, c'est assez difficile. Avant, on faisait des commandes d'armes, on n'arrivait même pas à avoir. Et comme l'IA a dit, les armes, ça ne se vend pas au bord de la voie. Il faut tout un circuit, il y a une procédure qu'il faut suivre pour avoir de l'armement. Donc, je pense que le ministère, le général Coulibaly a fait beaucoup d'efforts au sein du ministère. Il a eu le recrutement des VDP, il a eu l'amélioration des primes, il a eu la dotation en armement, mais sur le terrain, on peut dire que tout n'est pas parfait, tout même ne saurait être parfait, il y a toujours des manquements. Mais je crois que peut-être le mot, bon, je l'avoue, le mot cacahuète qu'il a utilisé, bon, j'aurais voulu que, en tout cas, on pourrait se passer de ça, parce que les Burkinabés font de la fixation, effectivement, dans ce contexte-là. Un seul mot mal placé, les gens mettent l'accent sur ça et ils oublient tous les efforts. On a senti un peu l'agacement, parce que, quoi qu'on dise, l'autorité, elle est dans son rôle de regarder si les process, comme indiqué par les textes, sont suivis. Si ce n'est pas suivi, ils vous interpelleront. Quand vous regardez le rapport, quand ils l'ont donné en son temps, ils n'ont pas parlé de malversation, quoi que ce soit. Ils disent que le rapport soulève des interrogations. C'est le terme qui a été employé. Interrogations relatives à la procédure de passation des marchés. 89,94% des marchés d'armement, munitions et optiques ont été attribués à plusieurs entreprises appartenant à une même personne physique. On en avait parlé ici. Et ça, il pose une question. Il dit que ça suscite des interrogations. Ce n'est pas encore des accusations. Mais là, on a l'impression que ça a agacé. Non, ça pourrait agacer, mais je pense qu'il appartient ici au ministre de la Défense de pouvoir s'expliquer face au contrôleur de l'ASC-LC. Voilà, parce que comme je dis, la gestion de ce ministère est complexe. Et quand vous n'êtes pas peut-être à l'intérieur, bon, vous pouvez ne pas comprendre certains principes. Mais est-ce que ça ne pose pas le problème même de voir nos process? Si la façon dont on est encadré par les textes pose problème, il faut changer les textes. Ça pose peut-être oui, certainement, c'est ça aussi. C'est voilà pourquoi je suis en train de dire, nous sommes dans un contexte de guerre. Et j'avoue que la gestion du ministère de la Défense aujourd'hui, si vous voulez gérer ce ministère-là avec les lois et les textes de façon régulière, ce n'est pas évident que vous allez vous en sortir. Donc, je peux comprendre peut-être que le ministre, face à certaines situations d'urgence, je parle au conditionnel, pourrait se passer de certains textes pour peut-être passer des marchés. Ce qui pourrait aussi expliquer par l'urgence de la situation, parce que vous avez des soldats et des VDP sur le terrain, et peut-être qu'il manque d'armement et vous voulez des armes dans un temps record, vous pourrez peut-être vous passer de certains textes, mais comme je l'ai dit, il appartient au ministre d'expliquer tout cela et peut-être aussi de travailler à changer les textes pour qu'on puisse vraiment travailler dans l'efficacité. Sinon, tout le monde connaît que les textes qui résistent certains domaines font que pour avoir même de l'armement, c'est un peu compliqué. Réaction de chacun pour qu'on passe au dernier sujet. Non, moi je pense que le ministère de la Défense, c'est le ministère qui a le plus grand défi à relever, le défi sécuritaire, voilà, qui est aujourd'hui donc l'un des gros problèmes donc, de ce pays. Voilà, donc j'imagine quand même toutes les difficultés qu'il y a à ce niveau. Et la question sécuritaire, tout le monde le sait. Voilà, ça nécessite non seulement des réflexions stratégiques, ça nécessite aussi des stratégies opérationnelles sur le terrain, ça nécessite ici la mobilisation donc, des citoyens et l'achat de matériel et tout ça, j'imagine que ce n'est pas vraiment chose facile à réaliser. Et ça ne peut pas se réaliser du tic au tac, puisqu'il s'agit d'un combat. Nous sommes dans une guerre. Et donc les choses ne peuvent pas aussi se passer dans les règles de l'art comme il a souligné. Voilà, là il faut comprendre que par moment il faut contourner certains textes, voilà, pour aller vite parce qu'il y a des situations qui s'imposent. Mais je trouve qu'il y a des efforts qui ont été faits et des efforts continuent à être faits. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que aujourd'hui au Burkina, la question de sécurité suscite de l'espoir et les Burkinabés ont l'espoir que nous allons dépasser cette situation un jour. C'est le plus important. Docteur Ido. Moi, je vais simplement dire qu'ici, il faut d'abord féliciter le président de la transition pour tous les efforts, pour l'engagement, en tout cas à la tête de ce pays. Moi, je l'ai dit, oui, j'arrive parce que ici, on voit arriver l'organisation même de l'organisation de l'armée, l'armement qu'il apporte la semaine passée. Vous avez tout suivi qu'il y a encore un nouveau matériel qui est arrivé, puisque le ministre aussi est au courant de ça. Donc ici, moi, je pense qu'il faut féliciter. Féliciter aussi les VDP, tous ceux qui s'engagent pour que le pays soit sécurisé. Alors, le ministre Kassoum Coulibaly, je vois qu'il a réagi
parce qu'il a senti, parce que nous sommes dans l'analyse sémiopolitique, il a senti qu'il y a des signes qui veulent le traiter de gestion opaque. C'est simplement ça. Alors que j'ai répété les propos de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Donc, et ces propos sont clairs. Le rapport soulève des interrogations relatives à la procédure de passation de marché. Oui, les interrogations, quand on dit interrogation, il y a des éléments qui sont ressortis. Il y a des signes, c'est des interrogations. Est-ce que c'est vraiment bien? Mais le Burkina Faso, c'est comme on doit dire, le peuple burkinabé a besoin de la paix. Il a besoin d'être sécurisé. C'est ça qui est important. Moi, je pense que le ministère de la Défense, on doit être un peu attentif. Il ne faudra pas penser que c'est un ministère aussi facile à gérer dans un contexte de crise. Et donc l'armement, moi je pense que d'où l'armement vient, l'essentiel qu'on puisse vraiment sécuriser, qu'on puisse combattre le terrorisme, qu'on puisse vraiment ramener la paix. C'est tout. Donc, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous voulez dire que, bon, comme c'est un peu complexe, on ne contrôle pas. Si c'est sous contrôle, et qu'il y a une autorité qui a charge le contrôle, il faut accepter aussi qu'elle fasse des constats et qu'elle dise. Et puis, quand vous lisez son rapport, il y a comment dire ça, des propositions. Il y a des propositions qui sont faites pour une gestion sur laquelle on n'est pas plus à redire. Même sur la question de celui qui commande et celui qui exécute, celui qui contrôle. Quand je ne sais pas si vous avez lu le rapport, vous le verrez. Donc, ce n'est pas qui sont attribués à une seule personne. Et encore que quand vous vous rappelez, quand l'autorité supérieure de contrôle d'État, quand la délégation a été reçue par le Premier ministre sur la question même du rapport de l'armée, l'autorité a dit ce n'est pas un rapport qu'on met sur la place publique parce que c'est différent. Donc je pense que chacune des parties prend toute la délicatesse et la sensibilité du sujet. Ici, j'ai félicité la GLC parce que c'est son rôle, c'est son travail de contrôler. Mais j'ai dit aussi qu'il faut qu'on comprenne que nous sommes dans une situation très particulière et qu'on doit simplement souhaiter que tous les efforts qui sont conjugués, c'est pour amener simplement la paix. Et il faut féliciter tous ceux qui contribuent, que ce soit la population, les travailleurs, les VDP, les militaires, tous les acteurs de la société civile qui contribuent pour qu'on puisse. C'est ça il faut encourager. Sinon, la SELC est son rôle de contrôler. Parce qu'on a vu dans ce pays des gens qui ont pris l'argent destiné à l'armement pour construire des duplex. C'est ça qui n'est pas bien. Et donc, il faut aussi travailler à sensibiliser. Il faut que les populations, les Burkinabés, les ministres comprennent, les autorités comprennent que quand les populations font un effort de contribuer, c'est pour qu'on puisse prendre et travailler de façon transparente et claire. Réaction, docteur par rapport à la question de la SE. Rapidement. Oui, moi, je trouve que c'est normal. Mais puisque ça fait partie même de la revendication même des syndicats et aussi du RENLAC, qui a demandé qu'il y ait des audits au sein de l'armée. Donc moi, je trouve que c'est normal. Et ici, le gouvernement n'a fait qu'accéder à ces revendications. Donc ici, l'ESA a produit un rapport, mais bien sûr que les responsabilités seront situées et puis c'est tout. D'accord, on comprend. Donc moi, je ne vois même pas où se trouve le problème. Si peut-être il n'y avait pas d'audit, là on peut dire que non, il y a un secteur donc, qui est, je sais pas, qui est favori, mais là, ça a été audité. En tout cas, on a compris, il y a un rapport qui est sorti. Et puis on avance, c'est tout. Ceci dit, on a un dernier sujet qu'on va aborder. Un dernier sujet qu'on va aborder ensemble. C'est hors de chez nous, c'est au Sénégal. Il y a vote aujourd'hui, c'est journée de vote. On va se dire d'abord que les Sénégalais étaient nombreux à aller aujourd'hui marquer ce choix-là parmi les 19 candidats en lice. Et puis au Burkina, donc les Sénégalais qui vivent au Burkina ont aussi voté. On va sur le reportage et puis revenir pour un bref échange. 24 mars 2024, nous sommes à l'école sud de Kamsangouin. C'est ici que les Sénégalais vivant à Ouagadougou sont attendus pour le choix du futur président de la République. Oui, on est venu pour accomplir notre devoir citoyen et nous voyons que ça se passe dans la paix, dans la tranquillité et nous espérons que ça va se poursuivre comme ça. Bureau de vote numéro 1. Ici, 511 électeurs sont attendus. Autour de 10 heures, près d'une soixantaine avaient déjà accompli leur devoir citoyen, dont un taux de 12%. Pas d'engouement certes, mais selon le président du bureau, tout va bien. Vous savez, c'est dans les habitudes des gens de venir vers certaines heures. À partir de midi, vers 15h, 16h, il y aura un rush et nous pensons que le taux de participation sera très intéressant. Ça se passe très bien, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de souci. Les gens, ils viennent, ils votent et puis ils partent. Donc les mandataires des candidats sont là, présents, en train de vérifier et de regarder, de contrôler tout le processus. Dans le deuxième bureau de vote, 511 électeurs également se sont inscrits.
avec une quarantaine qui sont déjà passés pour les votes. Dans ce bureau de vote, aucun souci majeur. Les décomptes du nombre de votants se feront au fur et à mesure. Ça se passe très bien. Les différents partis politiques sont représentés. Je pense qu'il y a 4 représentants au moins. Il y a la secrétaire, il y a l'assesseur et le président. Et nous avons commencé les opérations à l'heure. Toutes les 2 heures, nous allons faire le compte des votants pour pouvoir avoir une idée approximative du nombre total de votants avant la fin de la journée. 282 votants sont attendus dans le bureau 3. Selon le président, tout se passe très bien et près de 50 ont déjà voté leur candidat. Pour le moment, tout se passe bien. Il y a de l'influence. Ça va, il n'y a pas de problème. Et on espère bien qu'on va atteindre le nombre qui est inscrit sur la liste d'émergement. Présentement, à 10 heures même, on a déjà 50 votants. Donc on a l'espoir que d'ici 12 heures, on va au moins faire la moitié. À côté, des observateurs indépendants à l'image du maître Alidou Ouedraogo, mais également des mandateurs des différents partis. Tous apprécient le bon déroulement du scrutin. Comme les Anglais disent, so far so good. Qu'à présent, tout se passe très bien. Les Sénégalais de Ouagadougou se sont mobilisés, vu l'enjeu que représente ce vote. Donc, ils sont venus à l'heure. Et puis aussi, je remercie l'organisation électorale. Je constate que vraiment ça se déroule très bien. Il n'y a pas d'incident. C'est calme. Tout le monde a pu voter. Moi, j'ai noté une discipline et une citoyenneté exemplaire. Si tout se passe comme là dans la diaspora, comme au Sénégal, ce serait une belle leçon pour l'Afrique. Ils sont nombreux qui ont pu accomplir leur devoir citoyen. Leur souhait est que tout se passe dans la tranquillité pour le bonheur des Sénégalais. Que les votes changent la donne et que nous ayons un dirigeant qui va non seulement assainir le monde politique, mais aussi redonner au Sénégal sa paix d'antan, la cohésion sociale qu'on a toujours connue. C'est ce que nous espérons vraiment au sortir de cette élection. Un honneur de faire son acte citoyen, de voter. Bon, nous espérons que le vote sera paisible, clair, transparent. Aujourd'hui, c'est jour d'élection. Nous, on est Sénégalais. On est venus ici pour voter massivement. Voilà, donc, je vais souhaiter tous les Sénégalais qui sortent pour voter. Voilà, donc, je vais souhaiter tous les Sénégalais bon sens. Plus de 1300 électeurs sénégalais vivant à Ouagadougou participent au choix du futur président du Sénégal. Ils devront choisir entre les 19 candidats en lice pour cette présidentielle sénégalaise. Présidentielle sénégalaise, on l'a déjà abordé ici, on a vu toutes les péripéties depuis l'annonce de Macky Sall. Il avait voulu reporter les choses. Vous voyez sur l'un des cartons, il y avait écrit, 25 février, je pense que c'est la date initiale. Bon, on est aujourd'hui jour de vote. Et je vais faire un petit tour de table en termes de lecture que vous faites de la situation aujourd'hui et puis peut-être des petites projections parce qu'on attendra d'avoir peut-être les résultats officieux peut-être dans la nuit avec ceux officiels qui vont venir peut-être quelques jours après et puis bon, espérer que ce soit peut-être accepté par tous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de futurisme. Quel est votre regard? On ne peut que souhaiter bonne chance au Sénégal et puis aux Sénégalais et prier le bon Dieu pour que tout se passe bien parce que ce sujet, nous avons déjà parlé de ce sujet sur le plateau. Le Sénégal était un exemple de démocratie, mais ces derniers temps, comme je l'ai dit la fois dernière, la démocratie est en panne au Sénégal. On a vu le contexte dans lequel ces élections ont été organisées. C'est un cafouillage total, c'est un bricolage électoral. Aujourd'hui, on ne sait pas concrètement qu'est-ce que ça va donner des candidats qui sont rentrés dans la campagne électorale comme Ousmane Sonko, pratiquement au dernier moment. Et des élections organisées ainsi dans la précipitation, dans pratiquement le cafouillage total. Mais on a vu, on espère que tout ça va marcher, mais
personnellement, j'ai des inquiétudes. Je me demande comment tout cela va se terminer, vu même les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées, vu tout ce que le désordre que Macky Sall a organisé aussi. Mais on prie Dieu que les résultats sortent et qu'ils s'entendent sur les gagnants et que le Sénégal puisse retrouver la quiétude pour continuer, parce que c'est une démocratie compréhendée comme un exemple, mais qui est en train de montrer ses limites. Docteur Ido. Mon souhait aussi, c'est que tout se passe bien, mais bon, vu la mobilisation des gens hier à Ouaga, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le nombre de participants au vote, moi, je n'attends pas grand-chose. Les Sénégalais sont, ce qu'on a comme retour depuis ce matin, sont quand même mobilisés pour aller faire leur choix dans les urnes. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de... Ça, c'est les images de Ouaga. Aujourd'hui c'est ça, c'est au Burkina. Voilà. Mais j'ai dit, mais ils ont fait la campagne ici, on a vu comment les gens sont sortis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Sénégalais ici, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui crient, mais ils n'ont même pas de carte d'électeur. Donc c'est pour dire à ceux on a déjà débattu ce sujet-là sur un plateau où les gens ont dit c'est Diomaye Faye qui va... Mais moi j'ai peur beaucoup. Et je crains que après ces élections au Sénégal, qu'il y ait encore beaucoup de crises, parce que la crise n'est pas finie. Docteur Oulopépé. Ok, oui, mais moi je regrette quand même tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Mais finalement, les Sénégalais sont allés aux élections. Donc c'est dit, tout ce que Macky Sall a fait jusqu'aujourd'hui, c'est un gâchis inutile. Il y a eu combien de morts, combien de blessés, combien de gens emprisonnés. Juste pour qu'on arrive à ça. Est-ce qu'on avait besoin de ça au Sénégal? Et finalement, les élections auront lieu. Mais quand on regarde tous ceux qui ont perdu la vie dans ce désordre politique que le président Macky Sall a créé, ben c'est regrettable. C'est fini. Vraiment, c'est regrettable. C'est vraiment ça qui me fait mal. Voilà, parce que c'était inutile. Et aujourd'hui, les élections sont en train de se dérouler. Et d'ici là, peut-être d'ici demain, on pourra avoir les résultats. Voilà. Mais est-ce qu'il avait besoin de faire tout ça pour finalement arriver aux élections? Je suis désolé. On l'aura compris, mais on suit toujours ce qui se passe au Sénégal avec ce vote qui est en train de se faire, avec les Sénégalais qui sont en train de porter donc leur choix, et on aura peut-être l'opportunité d'en discuter ici au regard de tout ce qui en sortira. Merci en tout cas à vous d'être passé, merci à Adama Amadé Sigiri d'être passé, il est écrivain et coordonnateur du RISA, ça a été un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Merci aussi à Dr Lopépé Yen, sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST, merci d'être passé. Merci. Merci à Dr Kwama Ido, vous êtes sémiopolitique, merci, analyste sémiopolitique, merci d'être passé. Merci. Et on dira aussi merci à celui qui nous a quitté en premier, Jonas Yen, directeur des programmes de l'ONG Orcad. On va passer à une autre rubrique dans ce JDS, Journal Dimanche Soir, et c'est la partie économie. Contrôle de prix et qualité, la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes a effectué une visite de contrôle inopinée dans la ville de Ouagadougou, une sortie qui a mobilisé 9 équipes pour couvrir 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Et au constat, c'est que les prix en détail des produits comme le riz, le savon entre autres connaissent une hausse par rapport à la réglementation en vigueur du ministère en charge du commerce. Et cette mission a été suivie par l'un de nos reporters, Alexis Belemnaba, et voilà le reportage que nous propose. Ici, les prix sont hors normes. C'est le constat fait par la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes dans cette alimentation à Dagnoé. Pour un prix fixé à 800 francs, le paquet de sucre SN Sosuco, il est vendu ici à 1050 francs. 250 francs de différence par rapport à la réglementation. Le sucre importé, lui, est vendu à 1200 francs. Interrogé, le gérant indiquait le prix à 750 francs. Nous rencontrons sur place un client venu s'approvisionner en sucre. 4 paquets, ce dernier s'est fait servir et la valeur est claire sur la machine et sur le ticket de vente. Il faut qu'on se dise la vérité. Les prix des produits sont très élevés. C'est très difficile pour nous. Je suis conducteur de taxi. Pour avoir 5 000 francs par jour, c'est très compliqué. Que Dieu nous vienne en aide. Mais pas seulement que cela. Le savon Citec, l'huile, le riz, tous connaissent une augmentation contrairement à la norme fixée par le ministère en charge du commerce. Et des produits, même qui sont presque périmés, sont constatés.
Le chef du département des investigations, du contrôle, de la lutte contre la fraude et la contrefaçon fait noter une pratique de prix illicite. Nous avons constaté en général qu'il y a un défaut de publicité des prix. Les prix ne sont pas affichés. Et également, nous avons constaté qu'il y a des produits dont les prix sont fixés et ces prix-là ne sont pas respectés par ce boutiquier. Le savon SNCTech est fixé. Et nous avons constaté également que non seulement il n'a pas affiché le prix, et le prix aussi qu'il a communiqué n'est pas un prix homologué. Donc il tombe dans les mêmes coups de pratique de prix illicite. Une pratique de prix illicite punie par la réglementation en vigueur. Les fautifs sont donc appelés à répondre de leurs actes devant la brigade de contrôle et de répression. En cas de constatation d'infraction telle que nous l'avons vu ici, le défaut de publicité des prix et puis la pratique de prix illicite, il sera sanctionné conformément au texte en vigueur. Donc nous lui avons donné rendez-vous pour lundi matin. Il sera là lundi. On va constater les factures d'achat. On va vérifier également s'il a son registre de commerce, s'il a sa carte professionnelle de commerçant. Nous allons vérifier tout ça et puis nous allons voir quelles sont les infractions que nous allons lui reprocher. Non loin de cette alimentation, une mini-boutique. Après les opérations de contrôle, ces manquements lui sont notifiés. Presque le même constat. Mais le gérant Seni Silga fait remarquer que les prix de vente sont en fonction des prix d'achat. Ceux avec qui nous prenons les articles nous fixent les prix. Comme cette boîte de lait, vous voyez le prix là-dessus. Par exemple, le riz, le prix que nous donnons à nos clients est fonction du prix d'achat et des frais de transport. Nous ne pouvons pas vendre le sac de 25 kg en deçà de 12 000 francs CFA, sauf les grossistes qui peuvent vendre en deçà de ce prix. Après Dagnoé, cap est mis sur 1200 logements où une autre équipe de contrôle était déjà sur place. Et ce sont les mêmes réalités qui ont été constatées. Mais au-delà de cela, cette équipe de contrôle a saisi des produits dont la vente est interdite au Burkina Faso. Il y a le SNCTech qui dit qu'il vend à 500. Pourtant, le prix réglementaire, c'est 400. Et le petit numéro 1 là, qui devrait vendre à 275, lui, il vend à 300. Quelques marques de cigarettes qu'on a pu saisir qui ne devraient pas être vendues. Ils savent très bien que ces cigarettes ne sont pas autorisées à vendre ici au Burkina, mais ils essaient de cacher ça pour pouvoir vendre. Et ils se justifient en disant non, les consommateurs préfèrent ça parce que c'est moins cher. Cette sortie du jour a mobilisé 9 équipes de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes pour couvrir 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Les présumés fautifs seront entendus ce lundi. Mais antérieurement, cette brigade a mis la main sur des produits prohibés, des consommables, des pagnes et des bouteilles de gaz d'une valeur estimée à plus de 160 millions de francs CFA. Après le délai imparti, ces produits seront incinérés et les bouteilles de gaz seront remis à la Sonabi pour des reconditionnements. Retour sur ce plateau, nous parlons toujours économie avec à présent un secteur, celui du vivrier. On va parler manioc et dérivés, et un secteur qui a été fortement impacté lors de la décision de suspension d'exportation prise par la Côte d'Ivoire. C'était le 15 janvier pour 6 mois, donc l'exportation de ses principales denrées vivrières. Et on se rappelle qu'en son temps, il y avait donc 21 produits qui étaient concernés, parmi lesquels le manioc, l'igname, les céréales, le riz et autres. Et c'est surtout de ce manioc dont nous allons parler avec l'une des personnes plutôt de ressources, notamment du secteur. Il s'agit de Noufou Singa. Il est le président des importateurs de pâtes de manioc et dérivés au Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Je disais, il y avait cette suspension-là, le 15 janvier, mais ça a été levé. La suspension a été levée, mais ça en est petit temps quand même impacté à un moment donné votre activité, puisque vous êtes importateur. Expliquez-nous, parce qu'on parle de manioc, de dérivés, on parle quelquefois de pâtes, comme on les voyait tout à l'heure en image. Qu'est-ce que vous importez très souvent? Oui, merci beaucoup pour la question. Il faut dire que les interdictions sont venues vraiment mettre en faillite au niveau de l'importation. Quand il y a eu vraiment leur question d'interdiction,
au moment où il y avait beaucoup de commerçants qui venaient avec leurs produits de la Côte d'Ivoire et beaucoup étaient vraiment calés au niveau des frontières. Ça a beaucoup impacté vraiment les commerçants. Et d'autres même s'étaient déchargés dans leurs locaux et puis vraiment ça a beaucoup causé beaucoup de dégâts. D'accord, mais on parle de vivrier, ce sont des mesures qui sont souvent prises. Vous n'allez pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. L'importation se fait dans les pays voisins. Ce sont lesquels essentiellement? Oui, la majorité c'est l'importation beaucoup en Côte d'Ivoire. Bien vrai qu'on va au Ghana et puis au Togo. Mais quand tu regardes en termes de pourcentage, c'est la Côte d'Ivoire qui est beaucoup importée. Presque 60 à 70% des produits viennent de la Côte d'Ivoire et le reste c'est du Ghana et du Togo. Mais ça aussi c'est du fait qu'au constat les habitudes alimentaires aussi du Burkinabé, ça a beaucoup changé. Le manioc est prisé avec ses dérivés, atiéké et autres. Ah oui, vous voyez que présentement nous avons plus de 1000 unités de transformation au niveau de Ouara. 1000 unités de transformation. Oui, sans compter les autres régions. Dans presque toutes les 13 régions, nous avons beaucoup des unités de transformation qui font seulement que de l'ATK avec les produits dérivés comme le tapioca, le gari et puis la farine de manioc. Voilà. Pour avoir 1000 unités rien qu'à Ouagadougou, ça veut dire que c'est assez prisé. Et justement, lorsqu'il y avait cette décision prise par la Côte d'Ivoire, ce n'était pas la première fois. Hein. Même le Ghana aussi, je le rappelle, à un moment donné aussi avait pris certaines décisions sur certains produits. Même le Burkina aussi à un moment donné. Donc chacun a quelquefois ses mesures de protection. Vous avez dit à un moment donné, il faut qu'on voit l'autorité. Vous avez rencontré le ministre en son temps? Oui, on a demandé beaucoup d'audience au ministre. À tête, on n'a pas encore eu l'audience avec le ministre lui-même, mais il a dépêché son conseiller technique, plus je dirais, c'est le staff même du ministre, mais on les a su que vraiment présentement le Burkina ne devrait pas avoir ces problèmes parce que nous avons des producteurs qui sont au niveau du Burkina ici, qu'on doit vraiment les soutenir pour que ces problèmes-là ne parviennent plus. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il faudra que vraiment on mette l'action sur nos producteurs, voilà, et que les commerçants se sont sortis, fait toutes les tours au niveau des lieux des zones où on produit beaucoup de manioc, comme Orodara, Banfora et puis Bobo Dilasso. On a vu vraiment qu'il y a beaucoup de producteurs qui veulent vraiment produire, mais malheureusement, ils n'ont pas de soutien. C'est l'accompagnement qui pose... Ils n'ont pas d'accompagnement. Mais là, quand vous avez discuté avec les services du ministère, au moins c'est des éléments que vous avez mis sur la table. Étant entendu que n'occultons pas que le président lui-même, à l'occasion de la survenue de cette décision, a bien dit qu'on est capable, nous, de produire un certain nombre d'éléments. Parce qu'il a en ligne de mire l'autosuffisance. Ça veut dire que dans tous les compartiments où le Burkina estime des besoins dans son habitude alimentaire nouvelle, évidemment, il y a des offres qui peuvent être faites. Donc dans le manioc aussi. Surtout dans le manioc, vous voyez que le manioc est beaucoup consommé au Burkina ici. C'est beaucoup consommé. Donc si vraiment l'État pouvait vraiment mettre l'accent pour qu'on puisse beaucoup produire d'ici, ça serait l'avantage des Burkinabés. Mais quand vous êtes allé voir les producteurs de manioc, parce que vous êtes importateur, vous serez plus à l'aise si vous aviez la matière première ici. Oui. Donc quand vous partiez voir les producteurs, c'est seulement une question d'accompagnement. C'est bon. C'est seulement ils n'ont pas, vous savez du quoi, ils n'ont pas des accompagnements. Supposons dans les autres circulations, il y a d'autres, une fois qu'ils font leur maraîcher comme ça, ils gagnent des engrais, des trucs. Mais les producteurs de faciliter vraiment leur production, ils n'en ont pas, ils ne gagnent pas. Et donc ça vous oblige, vous, à continuer de l'importation, de faire de l'importation, aller au Ghana, aller au Togo, et vous dites qu'il y a des unités même, vous partagez votre expertise pour la transformation du manioc au niveau même du Togo avant l'importation ici. Oui. Vous voyez que je veux dire que c'est de la Côte d'Ivoire seulement que beaucoup est beaucoup importé, parce qu'au niveau du Togo, le manioc n'est pas trop fait pour la teke. Okay. Et voilà, surtout même les différentes variétés de manioc ne sont pas faites uniquement pour la production d'attiqué. Mais par contre, pour la Côte d'Ivoire, vous voyez que la Côte d'Ivoire est un pays d'attiqué. Et surtout même, l'attiqué est beaucoup vu en Côte d'Ivoire que dans les autres pays. Au Ghana et puis au Togo, il n'y a pas de l'attiqué là-bas.
Même s'ils veulent de la TK, peut-être ils vont aller en Côte d'Ivoire ou bien venir au Burkina si vous payez aller. Ils ont d'autres choses à faire avec le manioc, mais pas avec la TK. Mais par contre, au Burkina ici, la TK est beaucoup consommée, même presque en Côte d'Ivoire, plus qu'en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on avait vu à un moment donné la TK labellisée, Burkina, et ça avait fait jaser. Ouais. Donc, quand vous parlez de 1000 unités de production, une unité de production embauche en plan combien de personnes en gros? Les grandes unités emploient plus de 50 personnes. Et c'est essentiellement quoi, des femmes que vous avez? Par les femmes, surtout même la présidente de l'interprofession, c'est une femme, c'est elle qui est l'innovatrice même de la TK au Burkina ici, qui est Madame Jumbara Nana Sabine. Et vous voyez toutes ces unités que vous voyez au niveau de Burkina ici, tous sont formés au niveau à partir d'elle. Donc nous sommes tous quittés à partir de cette dame-là qui nous a beaucoup formés, en tout cas pour que vraiment aujourd'hui on parle de la TK au Burkina ici, on ne peut pas épargner cette dame-là parce que c'est à partir de la crise ivoirienne que tous ceux-là sont venus puis et on a pu former toutes ces dames-là pour qu'on puisse faire de la TK. Donc si on a en gros 50 en moyenne par unité, ça multiplié par 1000, on voit le vivier qu'il y a derrière, les personnes qui dépendent de ce milieu-là. Oui. Mais aujourd'hui, vous, quel est votre, en tant qu'importateur, c'est vrai que vous avez tenté de rencontrer en son temps le ministre qui a dépêché ses services techniques. Oui. Quelles ont été vos revendications? Qu'est-ce que vous vouliez concrètement? Nous avons demandé au ministre, quand on parle de la TK aujourd'hui ou bien quand on parle de suffisance alimentaire, on peut pas écarter le manioc. Parce que quand on regarde même dans les plats, nos plats alimentaires aujourd'hui, ça trouve que quand chaque personne à Ouaga ici, tu peux pas trouver tu peux pas trouver ici à Ouaga toutes les sources aiment trop de la TK. Et surtout même avec les produits dérivés de la TK, que ce soit la farine, que ce soit le tapioca. En tout cas, on ne peut pas dire le contraire. Et surtout même, il y a aussi de la TK déshydratée qu'on peut vraiment garder à long terme, qui peut faire 2 ans, 3 ans sans se gâter. Donc, et qui ne pose pas de problème lorsqu'il est consommé après 2 années? Non, tout est certifié. Okay. Tous ces produits-là sont certifiés. Il n'y a pas ceux qui font de la TK déshydratée, tous ces produits-là sont certifiés à la Benom. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on a mis sur la table, on a dit au ministre, il faudra qu'on puisse licencier toutes ces femmes-là pour que l'État comprenne réellement l'importance même du secteur. Mais bon, vous voyez qu'on est moins vu quand on parle de produits porteuses. Et qu'aujourd'hui on ne parle pas de manioc, vous voyez que je ne dirais pas méchant, mais ce n'est pas facile. C'est un plaidoyer donc voilà. Vous essayez de faire. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes le président de l'association des importateurs de pâtes de manioc et dérivés, vous êtes combien? L'association elle vit comment elle est organisée? Oui, présentement même notre souci, même nous sommes jusqu'à plus de 1000 personnes. Dans de membres qui sont des importateurs de pâtes dans toutes les régions. Okay. Parce que nous avons tous nos membres dans presque 5 à 6 régions. Aujourd'hui, les soucis même que nous voulons vraiment lancer à l'État, c'est pour dire qu'en réalité, nous devrons peut-être travailler à ce que le produit burkinabé soit le premier pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on va toujours penser à l'importation. Parce que si nous allons toujours concentrer sur l'importation, c'est toujours vraiment dire que nous ne sommes pas libres. Quand on produit du manioc sur place, oui, et transformé sur place. Et peut-être même exporter sur... C'est les autres. C'est possible. Vous voyez que les Burkinabés sont des grands travailleurs. Quand vous partez vers, que ce soit Ourodara, que ce soit Banfora, vous allez voir des centaines d'hectares. Il y a un monsieur même qui a plus de 60 hectares de manioc. Quand vous rentrez dans le champ, même, vous perdez. Mais ces gens-là, si on les soutenait, est-ce qu'on aurait besoin encore d'aller dans les autres pays pour aller importer, pour venir? Et le pire même, c'est quoi? Quand on part dans les autres pays, aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui est importé, nous n'avons pas moins de 5 à 6 remorques par jour qui rentrent au Burkina. Et tous ces sous-là, on s'en va les donner de l'argent et encore le pire même, ils nous sabotent. Tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas voir comment les injures même qu'ils vont quand même vous lancer. Chez vous là-bas, il n'y a rien, mais ça fait mal. Donc vraiment, si l'État, si le ministère de l'Agriculture pouvait mettre l'accent sur le manioc,
on voit vraiment ce qu'il est en train de travailler, c'est à saluer, mais moins vu sur le manioc. Donc, vous pensez que le manioc, il devrait avoir un accent particulier mis parce qu'il y a, on va dire, une forte demande en termes de consommation, donc débouché. Et vous, les transformateurs, vous êtes là, il y a du travail qui est créé. Oui. D'accord, on aura compris. On aura compris ce cri du cœur et on aura un peu pu faire connaissance un peu mieux avec ce secteur-là. En tout cas, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le président des importateurs de pâtes de manioc et dérivés au Burkina Faso. On espère qu'on vous aura pour peut-être expliciter comment est-ce que des efforts ont été faits et que des débouchés encore plus intéressants soient trouvés. Merci beaucoup. Ceci dit, on va emboîter la dernière rubrique de ce JDS, Journal dimanche soir, et ça sera du sport. Okay. Pour parler sport, il y a évidemment le premier test du nouveau sélectionneur des étalons, Brahma Traoré, qui en tout cas s'est soldé, parlons de ce premier test-là, par une défaite. Les étalons qui ont affronté la Libye dans la soirée du vendredi 22 mars en match international. C'était à Casablanca au Maroc. Brahma Traoré et ses petits se sont inclinés devant les chevaliers de la Méditerranée de la Libye. 2-1, c'était le score final de la rencontre. Donc ce sont les Libyens qui ont pu l'emporter. Il y avait aussi Bouddha qui a tenté de remettre les pendules à l'heure et en définitive ce sont bien les Libyens qui prendront donc le dessus sur les étalons. C'est vrai que la liste en premier avait été longuement scrutée ici au pays des hommes intègres, suscitant par moments critiques ou quelquefois félicitations pour l'audace, mais voilà que les choses tombent. Quelle appréciation on peut en faire déjà de ce premier exercice de Brahma Traoré? Et puis on aura aussi un petit regard sur ce qui s'est passé aussi du côté de Accra, parlant de ces 13e Jeux africains. Et tout cela, on l'aborde avec qui? Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy Var. En tout cas, ravi d'être là. C'est un plaisir. Je disais chemise, belle cravate. Merci. Je disais, Brahma Traoré, premier exercice. Rien que dimanche passé, on revenait sur ses choix. Vous avez été assez critique, ça, on ne va pas revenir là-dessus. Vous vous êtes dit, bon, pour quelqu'un qui venait de prendre les rênes, il y a certains choix qui, pour vous, cachaient quand même des décisions qui ne devraient pas, quand on regarde à la lecture, ne devraient pas être les siennes. Mais bon, le vin est tiré et il faut le boire, mais on l'a bu, mais c'était un calice, dans un calice libyen, et on a bu le calice jusqu'à la lie. Oui, on pourrait le dire ainsi, parce que quand on regarde le score 2-1 pour les chevaliers de la Méditerranée qui ont réussi donc à dompter les étalons, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur ce match. On peut dire que dans le contenu, pour la première de Brahma, ça n'a pas été tout à fait ridicule. Je pense que les étalons ont eu, en tout cas par moment, donc des situations assez intéressantes de jeu qu'on peut retenir. Également aussi, on peut dire qu'il y a eu des satisfactions quand vous regardez Aziz qui véritablement était un peu plus à l'aise donc dans son rôle donc de meneur de jeu. Après aussi, il y a des satisfactions comme Sacha Bansé qui a confirmé en tout cas par rapport donc à la CAN passée. Après, donc il y a des situations assez compliquées aussi. On a vu que donc la charnière centrale n'a pas été un gage de sérénité entre Edmond Tapsoba et Adama Nagalo. Ça veut dire que les automatismes ne sont pas véritablement au point. Cédric Badolo également aussi a tenu un peu son rang, même si ça n'a pas été totalement satisfaisant. On a vu aussi Valentin Nouma qui, en tout cas, qui avait été demandé aussi par le public parce qu'il pouvait être aussi assez intéressant sur son côté. Il a montré en tout cas de bonnes dispositions. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même de bons enseignements à tirer, mais le score est là aussi. Je pense que c'est peut-être tout ce qui a précédé cette préparation-là qui a prévalu un peu à ça. On imagine un peu que l'atmosphère n'a pas été forcément une atmosphère de toute sérénité du côté donc du Maroc avec cette préparation des étalons.
je pense que la faute à une communication mal gérée et mal appliquée par le coach Brahma. Mais maintenant, tout ça doit être derrière nous. Il faut donc se projeter sur l'avenir parce que in fine, c'est de ça qu'il s'agit. Les Étalons donc ont joué ce match avec un bon sparring partner. C'est pour cela que je disais tantôt que dire que la Libye n'est pas une bonne équipe aujourd'hui, c'est véritablement ne pas suivre le football africain, parce que depuis quelque temps quand même, c'est une équipe qui est en nette progression. Et puis également aussi, elle n'a pas participé à la CAN certes, mais elle est restée dans une position stationnaire par rapport au classement FIFA. Ça veut dire également aussi qu'elle a joué des matchs amicaux en janvier et elle a gagné. Elle était sur une série de 3 matchs amicaux où elle gagnait. Et même si on descend encore un peu plus avec les éliminatoires de la Coupe du Monde où elle a battu les Eswatini, ça veut dire qu'elle était sur une série de 4 matchs sans défaite, 4 victoires. Ça veut dire que c'est une belle série, donc il fallait compter avec cette équipe. Aujourd'hui, elle réussit donc à battre les Étalons. Ça fait 5 matchs, donc 5 victoires pour cette équipe-là avec son entraîneur Micho, depuis son arrivée en tout cas, qui a transformé cette équipe des Chevaliers de la Méditerranée, qui confirme tout le bien dont on dit d'eux. Donc voilà, ils préparent un match contre l'île Maurice, ce qui aura lieu donc du côté en juin lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est important, ils sont dans le groupe D avec le Cameroun, ils ont tenu en échec le Cameroun, ils ont 4 points, donc je pense que c'était une équipe à ne pas négliger. On entendait les gens dire c'est la Libye, il faut relativiser. Un objectif aujourd'hui, ils font de la Coupe du Monde un objectif. C'est pour cela que je disais tantôt, il faut vous rappeler, quand on interroge l'histoire de la Libye a failli jouer la Coupe du Monde 1986. Elle a été éliminée au dernier tour par le Maroc. Donc c'est dire que c'est une équipe avec laquelle il faut compter. C'est une équipe qui il faut aussi dire qu'elle a connu une période d'embargo où elle n'a pas joué au football. L'embargo imposé par l'ONU lui a permis de faire au moins 10 ans sans jouer au football au niveau international. Donc c'est des choses qui se rattrapent, qui ne sont pas faciles à rattraper. Donc c'est un football qui était en reconstruction, mais qui est dans une situation assez ascendante depuis quelque temps. Donc, il fallait beaucoup faire attention à cette équipe de la Libye, et elle l'a montré, vous l'avez vu sur le terrain. On a vu une première période d'une équipe libyenne qui est restée attentiste, qui a voulu observer l'équipe du Burkina, parce que quand vous regardez sur papier, ou en tout cas sur papier, parce que l'équipe de la Libye est classée 31e africain, le Burkina est 11e, donc il y avait quand même un écart de classe. Oui. Donc évidemment, ils se sont mis dans une posture d'une équipe qui n'était pas favorite. Donc ils ont laissé le Burkina déployer. Mais en seconde période, on a vu que c'est une équipe qui était c'est véritablement une équipe avec un groupe compact et solidaire. Et chez eux, il n'y a pas de star. La star, c'est l'équipe. La star, c'est le groupe. Et ils l'ont démontré. Et donc ils ont gagné 2-1. On peut dire que c'est un bon match test pour le Burkina Faso. Mais quand on écoutait aussi Brahma Traoré, on a cette rhétorique-là. C'est juste un match amical et tout, c'est le monde des règlements, de prendre un peu d'avoir de l'audace pour essayer ci, essayer ça. Mais maintenant, ce n'est plus forcément qu'un match amical, un match amical. Oui, mais à un moment donné aussi, dans les matchs amicaux, il faut prendre des risques. Si. Et je pense que c'est assez intéressant aussi d'avoir pris des risques comme ça, parce que ça nous a permis également aussi aux téléspectateurs et également aussi aux techniciens aussi d'avoir des certitudes sur un certain nombre de joueurs. C'est vrai qu'il y a des joueurs dont on connaissait déjà la qualité et la capacité. Et aujourd'hui aussi, ça a permis également aussi à toute cette polémique qui est née évidemment du fait qu'on ait écarté ces 3 ténors. On a vu également aussi qu'il y a une équipe du Burkina avec Bertrand Traoré, avec Hervé Kofi, avec Dayo. Et il y a une équipe aussi du Burkina aussi sans ces 3 ténors-là. Donc, ça dit que ce n'est pas la même classe. On a vu qu'il y avait une différence forte de niveau, évidemment. Parce que, voilà, on ne change pas ces joueurs-là comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une leçon pour tout le monde. Tout le monde a compris. Et donc, il y a eu des certitudes sur un certain nombre de joueurs. Qui méritent évidemment et qui tapent véritablement à la porte comme titulaires au sein de cette équipe-là. Et c'est assez intéressant. On les a vus. Sacha Bansé, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, il a gagné beaucoup de galons. Je ne dis pas qu'il a mérité il mérite une place de titulaire, mais il a gagné beaucoup de galons, tout comme Aziz Ki qui a gagné beaucoup de galons. C'est pour dire qu'il y a des joueurs, s'ils sont en confiance, si on leur fait confiance, ils le rendent aussi bien. Donc il y a eu des certitudes sur ce match. Il y a eu également aussi des déceptions, il faut le dire.
On a vu que l'entraîneur a beaucoup parlé des lacunes au niveau donc des coups de pied arrêtés au niveau de la défense des étalons. Mais apparemment, le travail n'a pas encore... Il vient de commencer, c'est un chantier. Il n'a pas encore trouvé le remède nécessaire. On a vu cette équipe-là par rapport donc aux ballons qui sont lancés dans le dos, aux ballons qui sont donc mis entre les deux centraux. Donc voilà un peu, ça donne du fil à retordre. Ça a été difficile. Donc voilà quelque chose qu'il faut... C'est un chantier également. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a un autre chantier au niveau de l'attaque. Quand on joue avec une pointe, avec un attaquant de pointe qui reste là en fixation et qui veut jouer sur son point fort, qui est donc le coup de tête, il faut aussi le servir en ballon. Et c'est ce qui n'a pas été le cas. Donc, voilà, il y a quand même des chantiers à revoir. Il y a des certitudes aussi qu'on a. Il y a de bons enseignements à tirer. Maintenant, il faut attendre le match contre le Niger qui est déjà mardi pour véritablement se faire une idée sur ces deux finales FIFA et puis tirer les enseignements par rapport donc au premier pas de Brahma Traoré au sein donc des étalons. Justement, le match de mardi, vous l'entrevoyez comment? C'est vrai que c'est bien différent de celui qu'on a eu avec la Libye. Bien évidemment, parce que déjà on sort donc de deux défaites. Les étalons sortent de la CAN avec 2 défaites consécutives. Il ne fallait pas en prendre une troisième, ça fait 3 défaites consécutives. Après, il va falloir se réveiller parce que ça commence à devenir trop. Et quand ça devient trop, ça a également aussi une incidence sur le classement FIFA. Et je vous ai dit aujourd'hui, le classement FIFA reste un indice important dans le monde du football moderne, parce que même dans les compétitions, il faut en tenir compte. Il va falloir en tenir compte pour le prochain tirage au niveau donc de la CAN qui arrive. Donc c'est des situations qu'il faut véritablement vite corriger. Mais le Burkina aussi a besoin de se réveiller, de se remettre aussi un peu à l'endroit, parce que 3 défaites, c'est quand même un peu trop pour une équipe comme le Burkina Faso. Sur 3 sorties, ça commence à être difficile. Donc le 4e match face donc à l'équipe du Niger reste un défi, parce qu'il va falloir se relever, il va falloir donc gagner. Voilà, et ça met un peu plus de pression. Certes, c'est un match amical, mais ça met encore un peu plus de pression au groupe de Brahma Traoré. Ça lui met également lui-même beaucoup plus de pression, surtout que on apprend que Edmond Tapsoba a quitté le groupe. Voilà, ça fait jaser un peu, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on polémique outre mesure sur cette situation de Edmond Tapsoba, parce que aujourd'hui on sait dans quelle situation est le Bayern Leverkusen. Voilà, le Bayern Leverkusen qui veut remporter son premier titre, évidemment, a demandé donc à ses joueurs, à négocier avec plusieurs sélections. Je pense que là où il y a les internationaux, il y a eu une sorte de négociation pour leur permettre de jouer soit un match, pour ne pas qu'ils aient donc 180 minutes dans les jambes, au moins que ça, pour leur permettre donc d'amorcer donc la semaine prochaine les échéances en championnat. Donc c'est des doléances et ça se fait partout. Et donc je pense qu'il n'y a pas donc à avoir beaucoup donc de polémiques. Il n'y a pas interprété ça autrement. Je pense que c'est des arrangements qui se font. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment pas de quoi fouetter un chat, il n'y a pas le feu en la demeure. Donc c'est comme ça aussi le football au niveau international, c'est des négociations. Et puis il y a peut-être la dernière question sur tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se disaient autour. Et puis vous savez, en la matière, quand on sort d'une CAN et qu'on met des éléments sur la table, sans le dire jusqu'au bout, parler d'indiscipline et tout, quand on regarde, est-ce que ça a impacté le groupe? Oui, ça a impacté le groupe, il faut le dire, parce que déjà, quand on regarde un peu, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais on a l'impression que ça a quand même impacté le groupe, l'ambiance, voilà, ça fait que tout est interprété, les joueurs n'arrivent pas, si les joueurs sont arrivés en retard, ça commence à être interprété, comment le coach lui-même est arrivé en retard, donc voilà, donc ça commence à être difficile. C'est pour dire que les choses, je l'ai dit souvent, la situation d'indiscipline ne se mesure pas comme on le pense. Voilà, parce qu'il y a des situations au cas par cas. Voilà, moi je dis l'indiscipline, si un cas de discipline affecte le groupe, ça devient une situation qu'il faut régler. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on appelle indiscipline? C'est là aussi, on a dit non, tout retard est considéré comme indiscipline. Si tout retard, alors qu'il y a des retards qui sont excusés. Voilà, il y a des retards qui sont indépendants de la volonté des gens.
Donc je pense qu'il y a tout un mécanisme qu'il faut mettre. L'entraîneur lui-même a oublié son passeport, ou en tout cas des situations administratives, et donc il lui a permis de rater. On a vu donc Issa Kabouré, on dit c'est perdre des documents. Peut-être qu'il a perdu son passeport aussi. Ça arrive. Et puis il ne faut pas oublier aussi une situation qu'il faut bien savoir aussi, c'est que nos joueurs également aussi, il y a beaucoup qui ne sont pas forcément allés à l'école, ou ne sont pas forcément dans des situations, alors que pour les questions des billets et tout ça, il y a des choses, il faut aller sur Internet, il faut aller chercher, il faut comprendre. Il y a tout un dispositif aussi. On se dit à leur niveau, ils sont habitués à ça. Pas forcément. Voilà, c'est des situations, c'est comme ça que je dis, il faut gérer au cas par cas. Il y a des situations qu'on ne maîtrise pas. Vous avez l'impression, oui, il est là, il est là-bas depuis longtemps, mais quand vous êtes en Europe, vous êtes seul. Hein. Vous êtes livré à vous-même. S'il n'y a pas quelqu'un, ou en tout cas il n'y a pas une situation pour vous gérer, pour vous aider, ceux qui sont à l'aise, qui ont des agents, il y a des choses qui se gèrent très facilement. Donc c'est pour dire que c'est pour cela qu'il faut gérer les situations au cas par cas. D'accord. Voilà, il y a des. Je me rappelle que j'avais dit ça à Abraham Maïga ici. Il avait dit non, aujourd'hui, même sur la question des gigas, il faut s'imposer. Mais aujourd'hui, ça arrive donc à Edmond Tapsoba. Mais il faut gérer au cas par cas. On ne dit pas oui, non, quand c'est arrivé à Djiga, non, l'équipe nationale doit pouvoir s'imposer. Et sinon, ça va se passer sur tous les clubs. Aujourd'hui, nous sommes il est agent de Edmond Tapsoba. Aujourd'hui, c'est arrivé à Edmond Tapsoba qui a quitté l'équipe. C'est pour dire que la situation ne se gère pas comme on le pense. Ça se gère au cas par cas. La situation de Djiga, le club a négocié avec l'équipe nationale. Donc c'est pour dire que les postures ne peuvent pas être, on ne peut pas vouloir être sur une posture, je dirais, maximaliste, alors qu'il y a des situations qui peuvent se gérer au cas par cas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si on l'aura compris. Voilà. Donc je pense que les situations d'indiscipline là, il faut donc modérer et puis donc gérer. C'est pour cela que je pense qu'on a besoin de plus un manager. Voilà. Brahma Traoré doit être un manager. Bon, il a dit sera le papa des joueurs. Voilà, donc ça doit être un manager. Aussi, voilà, rassembleur, rassurer surtout. C'est ça qu'aujourd'hui, après une crise, il faut rassurer les gens. Il ne faut pas rentrer avec le père Fouettard, avec donc des situations, ça devient difficile. Or, on a besoin de manager. Nous sommes en face des êtres humains, des hommes qui ont des émotions et tout. Donc, il faut plus un manager qui va pouvoir gérer le groupe, rassurer les uns et les autres, et puis bon, avancer, évidemment, dans l'unité. Peut-être. Oui, on va toujours rester en football pour parler donc du championnat des petites catégories qui a été lancé pour la première journée du côté donc du centre Est. On peut dire que le bar de fer continue sur une programmation de 6 matchs. Un seul match a pu se jouer. Voilà, ça s'est joué entre l'équipe de TEFA, donc Tenkodogo Football Academy, contre l'Union sportive de Tenkodogo. Il faut dire 4-0 pour l'Union sportive de Tenkodogo. Ça, c'est en U15. Voilà, ça devait se jouer en U15, U17 et U20. Mais bon, pour certains, les équipes n'ont pas été informées. Pour d'autres, c'est un boycott. Dans tous les cas, le constat est fait pour cette première journée. Donc, un seul match sur les 6 matchs qui avaient été au programme. Et donc, c'est l'équipe de UST qui a battu l'équipe UST, je veux dire, Union Sportive de Tenkodogo, qui a battu donc l'équipe donc, de Tenkodogo Football Academy par 4-0. Mais il faut rappeler que cette équipe de UST n'est pas affiliée, donc n'est pas une équipe affiliée, elle est non affiliée. Et elle a joué sans licence. Donc, on peut se dire déjà que sur tapis vert, normalement, l'équipe donc de Tenkodogo Football Academy devrait passer, mais il faut encore homologuer. Voilà, parce qu'ils ont joué sans licence. Ça devient bien compliqué. Voilà, ça devient compliqué. Ils ont joué sans licence. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est fait exprès pour boycotter? Est-ce que c'est vraiment des problèmes parce qu'on ne s'est pas accordé sur le calendrier? Dans tous les cas, le constat est là. Ben, la fédération a tenu à lancer son championnat. Ben, les équipes aussi ont tenu aussi, pour certains, à rester sur leur position. Donc, on voit le collectif des clubs de Ligue 3 qui donc a invité ses membres à boycotter cette compétition de la fédération, à suspendre leur participation jusqu'à satisfaction de leurs revendications, parce qu'ils disent qu'ils avaient des revendications et que le président de la fédération avait pris des engagements pour respecter les revendications, ce qui n'est pas encore le cas, et donc ils refusent donc demandent à leurs membres de suspendre leur participation à donc ces championnats de petites catégories. On se rappelle également qu'au niveau de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, près de 50 clubs donc, avaient donc désisté par rapport à ce championnat qui a été lancé malgré tout ce soir du côté donc, du centre Est avec un seul match qui s'est joué sur 6 au programme.
On va regarder comment est-ce que ça va continuer, mais c'est déjà pas intéressant. On va terminer par les 13e Jeux africains avec nos athlètes qui sont partis. On a eu une médaille d'or, ça au moins, avec un 16,97, non, le saut de Fabrice Zango. Voilà, plus de 16 mètres en tout cas. Voilà, avec une médaille en or. Une médaille en or. Non, le Burkina, donc, comme récolte, 9 médailles que le Burkina a eu, 7 en bronze, une médaille en argent et une médaille en or. Et voilà, donc ça fait que le Burkina Faso est donc avec ces médailles classées, le Burkina Faso, il faut qu'on ait le classement du Burkina, je l'avais, 24e sur 52 pays participants, c'est moins qu'en 2019. Et donc en 2019, il faut rappeler que le Burkina Faso avec 9 médailles, c'est vrai qu'en termes donc, de médailles, cette année, on avait plus de médailles, mais en termes de qualité, en 2019, le Burkina avait 9 médailles, dont 4 en or. Et voilà, était arrivé 13e donc, au niveau africain avec 10 médailles en argent et 3 en bronze. Voilà donc les médailles. C'est vrai que cette année, on a beaucoup plus de bronze. Hein. Voilà, on a beaucoup plus de bronze, mais voilà aussi qu'il faut, dire que c'est pourquoi il faut peut-être aller en bien se préparant. Parce qu'on est parti cette fois-ci avec plus de 15 disciplines. Voilà, c'est une participation record, mais faut-il également aussi que les gens soient bien préparés pour participer à ces compétitions-là. Sinon, c'est pas pour aller se faire valoir. On voit également aussi qu'on a frôlé la catastrophe du côté donc d'Accra, puisque en boxe, on a un boxeur Abel Nikema, qui a été battu dès la première reprise, moins de 30 secondes, le KO le plus rapide. D'abord, il était dans une tenue qui n'était pas convenable, on lui avait refusé donc l'accès. Après, il a pu avoir une tenue donc aux normes et il est rentré, mais mal préparé. Donc voilà, et je pense que ça a été très dur pour lui avec ce KO le plus rapide. On a même frôlé la catastrophe, il faut le dire, par rapport donc à cette situation. Voilà pourquoi il faut donc que les athlètes soient bien préparés, quitte à choisir donc peu de disciplines, mais bien préparés, comme l'a fait le Niger. Le Niger donc qui a gagné 4 médailles en or avec peu de disciplines. 4 médailles en or, donc le Niger même est classé, au classement est devant le Burkina Faso. 4 médailles, notamment en taekwondo, avec, vous le savez, le championnat Alpaga, le champion du monde donc Alpaga, donc qui a conduit donc les taekwondoïnes nigériens. Donc à un moment donné, il va falloir faire des choix pour bien préparer nos athlètes, pour qu'ils partent donc chercher évidemment la qualité et non de la quantité, parce que nous nous frottons à de grands athlètes. Et donc du coup, voilà, féliciter donc Hugues Fabrice Zango pour sa médaille en or, et puis également aussi Matt Kwala qui a eu la médaille d'argent. Rappelez que dans cette épreuve de triple saut, le Burkina Faso a eu 2 médailles, puisque Ouattara, donc pas Ouattara, il y a eu aussi un athlète burkinabé qui est arrivé 3e donc au triple saut, aux côtés donc de Hugues Fabrice Zango. On peut donc féliciter cela. Et puis bon, un burkinabé aussi qui a remis 100 000 francs à chaque médaillé burkinabé, voilà, pour les encourager. Voilà ce qu'on peut dire. Mais bon, on peut dire 9 médailles, certains disent 10 médailles, parce qu'il y a la médaille donc de Loué Yacouba qui n'a pas été comptabilisé donc du côté donc du basket. Voilà, donc pour le moment on attend entre 9 et 10 médailles pour le Burkina Faso dans les tirs de précision avec Ouattara, donc comme on l'a dit tantôt, donc plutôt avec Ouattara qui n'a pas été comptabilisé, mais on espère que cela va se comptabiliser. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les Jeux africains qui se sont déroulés du 8 au 23 mars, donc du côté donc d'Accra au Ghana, avec le Burkina Faso. On va rappeler participation avec 15 disciplines, 9 médailles, dont 7 en bronze. Voilà, bon, je ne sais pas s'il faut dire 7 en bronze ou il faut dire 10 médailles. Voilà, 7 en bronze. On attend que l'autre soit comptabilisé. 10 médailles, nous on dira 10 médailles. 7 en bronze,
2 en argent. Et puis une médaille d'or. C'est ce que nous on a comptabilisé et c'est ce qui doit être pour le Burkina Faso. Voilà. Merci bien. Merci Claude Romba pour tous ces points. Parce qu'on a fait le tour. On a parlé. On a fait le tour. On a parlé et il faut rappeler que c'est mardi prochain que les étalons du Burkina Faso vont jouer donc leur match. Le deuxième match amical contre le MENA du Niger, c'est à partir de 22h du côté donc du Maroc. On va croiser les doigts parce que il faut qu'on stoppe l'hémorragie. Il faut véritablement se mettre. C'est ce qu'on va espérer. En tout cas, merci Claude Romba d'être passé sur ce plateau du JDS et d'avoir participé à Parler de sport, analyser et décrypter. C'est aussi la fin de ce JDS, journal dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se retrouve dimanche prochain pour d'autres actualités, d'autres regards et des décryptages. D'ici là, le souhait, portons-nous bien.